Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast des éditions Mewaddeb, la safe place des femmes musulmanes qui aiment parler de lecture, d'écriture, d'amour et de spiritualité. Moi, c'est Dounia, éditrice et éternelle amoureuse des livres. J'ai toujours eu la ferme conviction que la littérature représente une source intarissable de bienfaits, parce qu'elle nous élève, nous apprend, nous fait voyager et nous rapproche de nous-mêmes, mais surtout d'Allah Azza wa Jal. Si tu as toujours voulu sonder les miracles des mots, reste avec moi. À mon micro, j'essaye de les déchiffrer avec toi, en te partageant des astuces, des pensées et en donnant la parole aux belles plumes de notre communauté. Qu'Allah purifie nos langues, nos âmes et fasse que cet épisode soit un bien pour nous toutes. Je te souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée de qualité sur le podcast. Elle va peut-être pas forcément aimer que je dise ça, mais je le pense sincèrement. C'est une invitée que vous connaissez sûrement déjà parce qu'elle tient un podcast qui est vraiment une grande source de bien pour nous musulmans francophones. Alhamdoulilah. Il s'agit de Madina du Halal Love Podcast. Pour moi, c'était vraiment évident d'inviter Madina sur le podcast des éditions Mewaddeb parce que, comme vous le savez, ce qui a motivé la création de la maison d'édition, c'est la volonté de proposer des histoires d'amour en accord avec les principes islamiques, du moins qui s'en rapprochent plus que les romances qu'on a l'habitude de lire. Et avec ce projet, j'avais envie d'une part de nous pousser à consommer de manière plus éthique, comme je l'ai déjà dit, mais aussi de réformer nos représentations de l'amour et du couple. Et ça, c'est ce que Madina fait aussi sur le Halal Love Podcast. Elle y invite des professionnels, des savants, mais aussi des couples, afin d'étudier le mariage et les problématiques qui l'entourent, selon l'islam et sous toutes ses coutures. Le podcast de Madina, il a vraiment été une grande cause dans la création du projet Mewaddeb, parce qu'en fait, j'avais déjà l'idée de créer une maison d'édition spécialisée dans la halal romance depuis un bon bout de temps, mais j'avais peur des réactions, j'avais peur que ce soit pas forcément très utile finalement, ou tout simplement que ce soit mal reçu. Mais à force d'écouter les épisodes du Halal Love, qui vraiment abordent beaucoup de problématiques et qui expliquent en fait pourquoi aujourd'hui on éprouve beaucoup de difficultés à se marier, mais aussi à préserver nos mariages, je me suis dit que finalement essayer de remédier aux problèmes à mon humble niveau et à travers les livres, ça pouvait être un khayr, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah accepte nos intentions. Donc vous le comprendrez, Madina, elle a énormément à nous apprendre et je suis sûre qu'elle a aussi beaucoup de choses à nous transmettre à ce sujet-là. Donc avec Madina aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais parler à travers son parcours et j'aimerais bien qu'elle nous en parle à travers son parcours à la fois de femme, mais aussi à travers son parcours de créatrice de contenu autour de l'amour. Mais avant de vous en dire plus, je vais la laisser se présenter. Madina, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr, je vais le faire dans un instant, mais avant toute chose, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à toi, Dounia, et à toutes les personnes qui nous écoutent plutôt. Merci pour ton propos, et tu commences déjà très bien à me connaître, parce que quand tu as dit: «Elle va pas aimer quand je vais dire ça», j'ai levé les yeux au ciel, je me suis dit: «Ah décidément elle me connaît», et enfin tout de suite après tu as dit ça, ça m'a fait sourire. Donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah, shukru lillah. Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Moi c'est Madina, j'ai 39 ans, je suis mariée depuis un peu plus d'1 an. J'ai actuellement, disons que mon activité principale, c'est le podcast. J'ai un podcast qui s'appelle Halal Love depuis 2 ans maintenant, et Dounia en a très bien parlé. C'est un podcast qui est né d'une volonté de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à se marier, pourquoi on n'arrivait pas à maintenir nos mariages, parce qu'à l'époque, j'étais célibataire. Entre-temps, je me suis mariée, mais les questions ne se sont pas arrêtées. Et au-delà du podcast, maintenant, j'accompagne aussi les célibataires vers le chemin dans le mariage. Et pour ce faire, on travaille beaucoup sur l'état d'esprit qu'il faut absolument travailler, booster, stimuler, modifier pour s'ouvrir un maximum les portes du mariage. Ça, Subhana Allah le veut bien. Et puis, on parle aussi des rencontres qu'on appelle communément muqabala, etc., etc. Je m'arrête là. Enfin, si, je vais quand même préciser, parce que dans le cadre de ton podcast, ça a une importance. J'écris des livres pour les enfants avec un personnage récurrent qui s'appelle Neiba. Neiba, je sais tout. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Il y a un 3e qui désespère un peu à sortir, mais on ne désespère pas ni de la miséricorde d'Allah, ni de la sortie de ce dernier tome à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. On aura le temps de revenir de toute façon sur tout ça pendant l'épisode. D'abord, est-ce que tu peux nous dire qui était la Madina enfant ? Dans quel environnement t'as grandi ? C'était quoi tes rêves et tes passions quand t'étais plus petite ? Ok, alors, dans quel environnement j'ai grandi ? Moi, j'ai grandi dans le nord-est de la France, dans une toute petite ville, une petite ville, un village de 3000 habitants. Mais pour autant, je tiens toujours à le préciser parce que c'est important, j'ai pas grandi comme étant
la seule noire ou on n'était pas la seule famille de noirs dans notre village, pas du tout. Nous, on a été, faut savoir pour la petite histoire, pardon, c'est l'instant histoire, mais moi j'aime beaucoup ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos parents qui sont arrivés entre les années 60 et 70 sont arrivés plus ou moins au moment où il fallait reconstruire le pays, parce que finalement c'était à peine quelques années après la Seconde Guerre mondiale, et que à l'époque, la France, d'un point de vue industriel, était assez avancée. Et en Lorraine, il y avait, et notamment dans les Vosges, parce que moi je viens de ce département-là, c'était le bastion du textile. Donc il y avait du linge, on travaillait le fil, etc., etc. Et mon papa, rahimahullah, et ses petits collègues, ils ont travaillé là-bas. Et donc, il y avait une belle, forte communauté immigrée. Mon papa, il travaillait par groupe de 3 dans leur entreprise. Son trinôme, donc c'était lui, un Tunisien et un Portugais. Et ça représente assez bien la population qu'il y avait dans mon village à nous, mais même dans les villes annexes, parce qu'en fait, c'est plein de petites villes à côté, l'une côte à côte. Donc, moi, je suis d'origine sénégalaise Peul, et on n'était vraiment, vraiment pas les seuls. On a grandi dans une communauté diverse et musulmane, assez présente malgré tout. Même si ça reste le nord-est de la France, on n'est pas du tout en Île-de-France. Ça, c'est pour comment j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille aussi de 6 enfants. Ça a son importance. J'étais la 5e. Et je vais donner une petite anecdote pour expliquer un peu quel genre d'enfant j'étais. En maternelle, je crois que c'était par là, vraiment, j'étais vraiment petite. Comme j'étais la 5e de la famille, ben parfois maman, elle était obligée de me ramener à l'école parce que j'étais encore un peu petite. Mais bon, moi je suis née dans les années 80, donc autant vous dire que on était de cette génération où les parents nous laissaient un peu faire notre vie. Mais là, j'étais quand même un petit peu petite, donc parfois ma mère me ramenait à l'école. Sauf que quand t'as 5 enfants, et je pense que mon petit frère, quand on venait d'arriver, parfois t'es fatiguée, quoi. Et du coup, ma mère, elle il y avait des moments, elle disait: «Ah franchement Madina, là, je peux pas te ramener à l'école, je suis trop fatiguée». Et moi, je me mettais à pleurer, mais à pleurer. Elle me disait: «Madina, enfin genre, aie pitié». Et je lui disais: «Mais non, mais moi, je peux pas ne pas aller à l'école». Et vraiment, je suis ce genre de personne. J'aimais tellement l'école, je trouvais ça extraordinaire. Et vraiment, je ne comprenais même pas pourquoi et comment ça se faisait comment se faisait-il qu'on pouvait pas aimer l'école, parce que pour moi, l'école, c'était un lieu où t'apprenais des choses, t'étais avec tes copines, et à l'époque, on donnait des goûters. Vraiment, j'étais en mode, what is not to like? C'était vraiment genre ton aire de jeu, l'école. Ouais, complètement. Ouais, ouais, c'était une aire de jeu parce qu'il y avait vraiment ce truc de, il y avait tout ce que j'aimais, et en fait, finalement, tout ce que j'aime encore, tu vois, le fait d'aimer apprendre, le fait d'être bien entouré, et puis manger, quoi. Ça change pas. Et puis, je crois que tu m'as demandé mes aspirations, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était quoi tes rêves, c'était quoi tes passions, à cette époque-là? Ah bah, moi, c'était, lire. Moi, ça a été un coup de foudre. Ah là là, moi et la lecture, ça a été un truc, ou plutôt, la lecture et moi. Ça a été, je dis toujours que c'est en fait, la lecture et moi, et mon père et moi, on a c'est 2 histoires d'amour qui se ressemblent, parce que c'est comme si c'était, une histoire d'amour qui était déjà là avant qu'on arrive, en fait. On s'aimait déjà, en Mmh. fait, c'était fou. Et quand j'ai réussi à déchiffrer, je trouvais ça extraordinaire, en fait. C'est comme pour moi, découvrir un trésor. Et d'ailleurs, quand j'ai repris des cours d'arabe, c'était la même chose. Pour moi, c'était le même bonheur, le même plaisir de déchiffrer. Je trouvais ça trop fort, trop bien. Je me disais: «Subhanallah, c'est extraordinaire». Donc ma plus grande passion, clairement, plus grand centre d'intérêt, c'était la lecture. J'aimais beaucoup lire, je lisais beaucoup, je lisais vite. Puis mes rêves, j'en ai eu plein, mais je pense que quand j'étais plus jeune, je voulais plutôt être maîtresse, et puis après j'ai voulu être médecin pédiatre. Mais clairement, si, je pense que j'ai voulu être reporter parce que j'aimais beaucoup Tintin, mais c'était pas mon métier, 1er. D'accord. Voilà. Et du coup, tu étais une grande lectrice, mais c'est arrivé à partir de quand l'écriture? Est-ce que tu savais quand tu étais enfant que tu étais «destinée» entre guillemets à l'écriture ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je sais que quand on arrive au collège, c'est un peu le moment des dissertations, et Ouais. il y a eu je me souviens de petits moments comme ça, de petits moments, de «gloire» entre grands guillemets, où, tu sais, quand tu arrives au collège, on te demande d'écrire des textes un peu plus, fournis, Mmh. et je me souviens qu'en 5e, j'ai dû écrire une poésie. C'était, sur, l'animal de notre choix, et moi, j'avais fait une poésie qui, visiblement avait beaucoup plu. Et donc du coup, ma professeure de français m'avait demandé, de lire, de me mettre devant la classe pour le lire devant tout le monde, et cetera. Moi, je pense que mon amour avec les lettres, c'était vraiment, dans un premier temps, la lecture et le fait de clamer le texte. C'est-à-dire, quand j'étais en primaire, j'étais toujours, la première en poésie. Parce que pour moi, c'était enfin, ces lettres qui dansent, le fait d'avoir un rythme, ça me plaisait, énormément. Et ça, c'était quelque chose, qui me plaisait vraiment beaucoup. Et puis après, bon, quand on grandit, on est plutôt sur de la musique, mais il y a toujours ce côté un peu Ouais, rythmique. ouais, ouais, bien Tu vois? sûr. Et donc, clairement, l'écriture, c'était j'aimais écrire. Je pense que j'aimais écrire, mais je pense que je me suis jamais, je sais pas si je me suis pas autorisée à me dire que ce serait pas mon métier, ou, c'est plus au fil des années que c'est venu. Pareil, en terminale,
il y avait un concours d'histoire et puis, j'ai été sélectionnée parce que, mon texte avait plu. Ah, puis non, enfin, je te dis ça, mais en fait, ça j'ai oublié que j'avais fait un concours d'écriture qui s'appelait La Fureur d'écrire. Peut-être que les personnes qui sont nées dans les années 80 s'en souviendront, mais c'était des concours, départementaux et moi, j'avais été présélectionnée là-dessus. Donc, D'accord. je pense qu'il y a eu quand même des choses comme ça où, je voyais bien que parfois j'arrivais à faire des choses sympas, mais parfois je me ratatinais aussi, en fait. Mais j'arrivais pas à me dire que ce serait mon métier parce que pour moi, écrire des histoires, c'est très compliqué. On en reparlera quand on parlera de Neiba, mais moi, je trouve que c'est trop dur pour moi d'écrire des histoires et c'est pas là où je prends du plaisir, en vrai. D'accord, donc en fait, c'était, comment dire? C'était plus, vraiment par pure passion, par pur plaisir, mais tu te projetais pas, je sais pas, dans une carrière d'écrivaine, par exemple? Ah non, pas du tout. Non, honnêtement, D'accord. enfin, peut-être que je l'ai rêvé quand j'ai gagné ce concours d'écriture en justement si, peut-être que je l'ai rêvé quand j'étais en 6e et que j'ai gagné ce concours d'écriture, je me suis dit: «Oh ça y est, je suis une écrivaine», mais en fait, pas du tout. Parce que j'ai bien vu que c'était bah, je dirais pas que c'était la chance du débutant, je pense que j'avais la bonne idée au bon moment et alhamdoulilah, Allah il m'a facilité là-dessus. Mais je pense que j'ai vite compris quand même que c'est pas comme, il y a des écrivains, ils aiment vraiment écrire depuis qu'ils sont tout petits et d'ailleurs pour la petite anecdote, parce que quand j'ai écrit Neiba, j'étais beaucoup, beaucoup au contact d'écrivains, dont une écrivaine qui est quand même assez connue dans le milieu, on va dire, afro-descendant, qui est Laurane Safou, qui a écrit un Ouais, très bien beau sûr. livre qui s'appelle, bah Mmh. voilà, qui s'appelle Comme un million de papillons noirs. Et donc, moi, je faisais beaucoup d'événements avec Laura. Et Laura, du coup, elle me parlait de son rapport à l'écriture. Je me disais, mais on n'a pas du tout le même. Laura, en fait, elle a 5 minutes, elle écrit. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est plutôt, j'ai 5 minutes, je lis. Ça veut pas dire que j'aime pas écrire, hein, j'aime beaucoup écrire, mais par contre, écrire des histoires, c'est pas du tout mon truc. Et j'ai mis un petit peu de temps à le réaliser. D'accord. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que, tu as dit que tu étais toujours la première en poésie, que tu aimais bien, le fait de conter, en fait, finalement les textes, de les Ouais, clamer et bah, moi, je vois un peu ça comme un lien direct avec, ton podcast, finalement, parce que enfin, le podcast, je pense que c'est aussi une forme d'écriture qui est totalement complètement. différente que l'écriture, de fiction ou quoi, Ouais. mais ça reste une forme d'écriture et du coup, je me dis que peut-être tu étais déjà destinée à ça sans le savoir. Exactement. Ben, t'as tout compris. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi rétrospectivement. Je me suis dit, en fait, j'ai essayé de me persuader que, si j'aime, écrire de temps en temps parce que enfin, tu vois, par exemple, moi, j'aime écrire, mais j'aime écrire des textes un petit peu courts ou j'aime bien quand j'écris des textos, j'aime qu'ils soient bien écrits à des amis et cetera, pour leur, souhaiter des bonnes choses et cetera. Là, je fais attention et je me disais: «Ben, oui, mais d'un autre côté, j'aime pas écrire des histoires», donc j'arrivais pas à trouver le lien. Mais en fait, c'est au fil des années que j'ai compris que, moi, j'aimais effectivement, écrire des textes qui sont courts, écrire, pour toucher, mais écrire pour qu'on puisse comprendre des choses. Moi, j'ai toujours cette obsession un peu de la compréhension, d'avancer aussi, en même temps qu'on le comprend des choses. Et ça, c'est le podcast, en fait, pour moi, tu vois? Et en même temps, il y a ce truc de clamer quelque chose, d'être en direct, cette oralité où moi, j'étais très à l'aise à l'oral depuis que je suis très jeune, parce que, pour la petite histoire, on repart en cours d'histoire, désolée, promis, ça va être très court, mais du fait de mon ethnie. Donc moi, je suis Peul, je le rappelle, et dans cette ethnie-là, il y a différentes castes. Et moi, ma caste, on est une caste de tisserands, c'est-à-dire qu'on tisse le fil, mais à côté de ça, il y a un autre métier parallèle où, quand il y a des mariages, on peut prendre la parole, on peut mettre en valeur certaines personnes. On n'est pas des griots à proprement parler. Le griot, c'est ça son travail. Nous, on a un travail autre que celui de prendre cette parole-là. Mais du coup, mon père était très très bon là-dessus. Il était très très bon. Et d'ailleurs, que ce soit dans les mariages ou hors mariage, papa, il était très apprécié, il était très écouté. Et je pense que la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre, dans le sens où papa, il m'a vraiment transmis ça. Et je dis ça vraiment sans aucune. C'est pas pour dire je suis extraordinaire, pas du tout. C'est en plus, enfin moi, j'ai aucun problème à dire ça parce que c'est des choses qui nous viennent d'Allah en fait. Donc moi, je suis juste en train de parler d'un cadeau qu'Asfatala il m'a très gracieusement offert. Et ça, c'est cette oralité-là. Et je me dis, c'est pour ça que j'aime autant le podcast et que je me sens autant à ma place. C'est parce que il y a de l'écriture, il y a de l'oralité, il y a du rythme. Et j'aime trop, quoi. C'est super intéressant. Et il y a de la compréhension, encore et toujours. On sent bien dans tes épisodes que tu as vraiment enfin, je trouve que tu as une facilité à parler déjà et à faire la conversation. Enfin, je trouve que Mmh. c'est super naturel chez toi, en tout cas quand on t'écoute, machallah et on sent aussi que tu aimes bien aller au fond des choses, que voilà, enfin, tu parlais de compréhension, de comprendre les choses. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent fortement, je trouve, quand on t'écoute, en tout cas, machallah. Bah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bon, en tout cas, enfin, juste pour conclure ce point, je te remercie franchement, barakallahu fik, parce que ça me touche beaucoup, parce que c'est du boulot. Mais c'est quelque chose, moi, j'ai vraiment une espèce d'obsession, c'est de pas faire perdre du temps aux personnes qui Mmh. m'écoutent. Pour moi, c'est
c'est vraiment, c'est une forme de respect, en fait. Et donc je me dis: «Mais moi, ça me frustrerait tellement que les gens, passent 1 heure, à écouter un épisode et qu'ils disent: "Oh, j'ai rien appris"». Oh alors là, moi, tu peux pas me dire pire que ça. J'ai rien appris, ça peut me tuer ça. Donc je me dis: «Non, enfin, on est là pour, mais c'est pas une obsession, gratuite et c'est pas juste le savoir pour le savoir, mais c'est que je me dis: «Mais enfin, le temps, il est précieux, on aurait tous pu passer du temps à faire autre chose. Ben, subhanallah, si on se retrouve ensemble, qu'au moins on puisse avoir, quelque chose de riche, en fait». Et puis moi-même, j'essaye en tout cas de jamais oublier, parce que ça fait 2 ans maintenant, que j'ai commencé ce podcast en me posant des questions. Et quand je prépare les questions, c'est toujours des questions que j'ai hâte de poser à mes invités, quoi. C'est pas quelque chose que je feins, c'est quelque chose qui est sincère. Du coup, on parlait du podcast. Pourquoi, pour toi, c'était un projet qui était, si important à tes yeux? Enfin, tu as parlé un petit peu de les raisons pour lesquelles tu as voulu, aborder le sujet du Halal Love, mais est-ce que Mmh. tu peux nous en dire plus sur comment c'est venu? Ça a été quoi ton processus? Enfin, comment tu es vraiment arrivé à ce projet-là du Halal Love podcast? J'y suis arrivée par, plusieurs étapes. En fait, moi je suis ce qu'on appelle une célibataire, longue durée, parce que je me suis mariée, à 37 ans, mais clairement aux portes de mes 38. Et du coup, durant ce long chemin vers le mariage, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, d'avoir beaucoup de déceptions, de rencontrer plein de personnes et de voir aussi qu'il y avait des choses, qui allaient pas chez moi. Tu vois? C'était pas juste, je me disais pas juste: «C'est trop bizarre quand même, on n'arrive pas à se marier, c'est sûr qu'il y a un problème». Je sentais bien que le problème était global et que comme parce qu'il est global, ben, ça inclut aussi les personnes qui cherchent à se marier. Et en fait, ça fait plusieurs années que je me disais: «Mais moi, j'aimerais trop faire quelque chose parce que j'aime beaucoup le podcast». Ce qu'il faut savoir, c'est que À la Love, ce n'est pas mon premier podcast. Moi, j'ai un premier podcast qui s'appelle, «Merci maman, merci papa», et c'était un podcast sur les papas et les mamans qui sont arrivés en France entre les années, 60 et 80, parce que je trouve que leur histoire, elle est fascinante. Ça a commencé par l'histoire de mon père, en tout cas d'un point de vue personnel, et je me suis dit: «Mais en fait, on a trop à apprendre d'eux et qu'est-ce qu'on a appris d'eux». Franchement, c'était dingue. C'est un podcast qui est plus disponible pour le moment à l'écoute. J'espère que je pourrai le remettre en place en mode, archive, juste, disponible pour ceux qui le veulent. Mais franchement, c'était une mine d'informations, enfin, c'était trop bien, c'était trop beau. Et donc la première fois de ma vie que j'ai écouté un podcast, c'était en, je pense, fin 2017. Et j'ai comme une épiphanie, je me suis dit: «Oh, mais c'est ça! Mais c'est ça que je veux faire, mais c'est dans ce format-là que je veux le faire». Parce que je voulais interviewer des papas et des mamans, mais c'est très dur d'interviewer des papas et des mamans parce qu'ils sont très pudiques. Et donc quand tu leur demandes de venir avec une caméra chez eux, bah, ils vont te dire, «Non», tout simplement. Donc quand, j'ai écouté un podcast, je me suis dit: «Mais c'est le format qui est parfait». En plus, je peux me déplacer toute seule parce que moi je sais pas filmer. Donc les caméramans que je connaissais, parce qu'on avait fait un épisode déjà avec un papa, c'était 2 caméramans blancs, très gentils, hein. Mais quand toi tu arrives, déjà en tant que femme noire avec 2 caméramans blancs, chez des parents, ils peuvent se dire: «C'est quoi?» Tu vois? Ils comprennent pas. Ouais, ouais, ils peuvent avoir Ouais. peur un peu. Exactement, ils peuvent avoir un petit peu peur et puis ouais, ils sont pas du tout habitués. Donc j'ai commencé le podcast comme ça et j'ai beaucoup aimé, sauf qu'en fait, j'ai bien vu que déjà ça serait très compliqué d'en vivre, et moi je voulais un projet où je peux quand même, en vivre, parce que le problème c'est que si tu peux pas vivre de ton projet, tu peux pas le pérenniser. Il y a rien de plus frustrant que d'avoir un projet, que tu aimes, qui sert aux gens, mais que tu peux pas pérenniser faute de moyens. Ça, c'est vraiment difficile. Donc je me disais, «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?» Et puis, les années passant, je me suis dit: «Mais en fait, faut que je fasse un podcast sur l'amour, c'est pas possible». Enfin, j'y pensais beaucoup, j'avais du mal à m'y mettre. Et puis un jour, j'ai lu, Ton dernier regard de Maïma Mjid, Mmh. avec l'histoire de sa merveilleuse maman Khalti Naja, rahimahallah. Et Mmh. Khalti Naja, dans son livre que tu as lu aussi, il me semble, Ouais. elle, bah, voilà, elle dit beaucoup, «Khali basmatek», laisse ta trace, c'est important. Tu viens pas sur terre juste pour traverser ça, en fait. Et je me disais: «Mais c'est ça, en fait, faut que je laisse mon empreinte». Et je voulais que mon empreinte, elle reste, via le podcast, du Halal Love. Et donc j'ai fait une première interview, c'était en 2021, je crois. Et tu vois, le premier épisode, il est sorti, en 2022. Parce que là, je me suis dit: «En fait, la Madina, tu perds du temps, tu as dit que tu le ferais, tu l'as pas fait», donc j'ai fait un premier épisode, et puis après j'ai lu Ton dernier regard, et là, je me suis dit: «Non, mais en fait, clairement, tu vas le lancer». Donc j'ai mis, à l'arrêt mes autres projets, tout simplement, et je me suis lancée sur le podcast parce que je n'étais toujours pas mariée, que j'avais toujours autant de questions et que je me disais, en fait, je sentais que c'était un sujet qui pourrait plaire, et je savais pertinemment que j'étais pas la seule à me poser ce genre de questions. Je reviens juste sur, le livre de Houmeyma Amjid, mais il faut savoir que moi aussi ça m'a vraiment poussée. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont poussée, mais je Mmh. sais que ce livre-là, en tout cas, quand tu le lis, tu ressors pas pareil. Ouais, tu Enfin, ressors pas indemne, hein, c'est complètement. ça. Ouais. C'est vraiment un livre qui pousse à l'action, en fait, parce que tu te Mmh. dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, en fait?» Je pourrais faire tellement de Je choses, perds du tellement de temps. projets, Ouais, tellement complètement. de choses, qui apportent du bien. Ouais. Et vraiment, franchement, si vous l'avez pas encore lu, allez-y parce que je pense que ça va vous remuer, même par rapport
aux questions, liées au deuil, à la mort et cetera. C'est vraiment bouleversant. Enfin, je pense que c'est vraiment, vraiment un livre qui fait du bien. Enfin, au premier abord, on pourrait se dire: «Bon, c'est sur la mort et cetera», c'est assez, comment dire? C'est assez lourd ou c'est assez triste? Ouais. Ouais, voilà, mais en fait, c'est pas du tout ça, vraiment, c'est pas du tout ça. Vraiment, allez le lire. Ouais, complètement. Moi, je te plus sois, complètement. Je trouve que moi, c'est un livre que j'ai beaucoup, offert à des personnes qui avaient perdu des proches et après je me suis dit: «Mais pourquoi tu l'offres à des personnes qui ont perdu des proches et toi tu te l'offres pas? C'est bizarre» et Mmh, donc je me le suis offert à moi. Je me suis dit: «Mais en fait» et on avait fait un épisode là-dessus avec, Héline et en fait, on s'était dit, «Mais en fait, c'est pas du tout un livre que pour les personnes qui ont perdu quelqu'un. C'est un livre pour les personnes qui veulent se préparer à la mort et a priori tous les musulmans ont envie de se préparer à la mort, donc en fait, c'est un livre pour bien tout le monde». sûr. Madina, du coup, tu nous as dit que tu étais une grande lectrice et avant Ouais. que tu crées le Halal Love, du coup, c'était quoi ton rapport à la romance? Que ce soit à travers les films que tu avais vus, les séries que tu avais regardées ou les livres que tu avais lus? Et est-ce que tu penses que ça a pu jouer un rôle dans ton célibat? Ça a joué un grand rôle dans mon célibat, clairement. Maintenant, je prends mes responsabilités, hein. C'est moi, la 1re concernée et c'est moi, qui vraiment, je me suis retardé la route, vers le mariage, hein. Ça, faut quand même qu'on se le dise. Mais, ça a été un élément, c'est certain, parce qu'en fait, la romance, ça commence, super tôt, en fait. Tu vois des histoires d'amour, sur tes écrans de télé, parce que moi, je suis clairement une enfant de la télé. On a grandi vraiment avec la télé, tu vois, qui trône au milieu du salon, qui est allumée tout le temps, et ça commence super tôt, en fait, dès le Club Dorothée, tu vois Nicky Larson qui est amoureux de sa complice. Après, tu peux regarder des dessins animés comme, Le Roi Lion où là, bah, il y a aussi des histoires d'amour qui se créent. Donc en fait, ça commence super tôt. Moi, j'ai pas trop alors quand j'étais jeune, tu vois, moi, je lisais beaucoup, enfin, quand je dis jeune, je parle déjà de la primaire. Je lisais beaucoup, Le Petit Nicolas, Tintin, Tom Tom et Nana et en fait, ça, quand on y pense, il y a pas d'amour. Donc en fait, là-dessus, moi, j'étais assez safe, tu vois? Ça a vraiment commencé au collège, où déjà au collège, tu vois autour de toi des couples qui se forment, donc tu dis: «Ah, donc l'amour, c'est ça? Ça commence aussitôt, ça commence comme ça, et cetera et cetera» et puis, tu as par la suite les séries. Les séries, ça, c'était, la cata, quoi. Ça, franchement, ça a Ouais, été ouais, ça a horrible. été ouais, c'est horrible. Franchement, ça, c'est moi, je pense que si j'ai des enfants, je vais leur dire: «Ah vraiment, enfin, on va devoir faire un tri, quoi». Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils vont regarder à part Motus?» C'est chaud, tu vois? Il y aura plus rien de bon pour eux, les C'est clair. pauvres. Franchement, ça va être très, très aseptisé, à part des chiffres et des lettres, ça va être vite vu. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement toxique et c'est tellement, c'est infesté, enfin, profondément. Moi, j'ai pas peur des mots. Les contenus que l'on consomme sont infestés de notions extrêmement fausses sur, l'amour et a fortiori sur le mariage, voire de toute façon, très souvent, il y a pas de mariage ou en plus ou sinon le mariage, c'est la conséquence d'un amour qui a été construit avant. Ah, Ouais, l'islam, c'est pas du tout ça, on est d'accord? En islam, le mariage marque le début d'un engagement. Donc évidemment que tes sentiments, ils seront pas développés comme, Lucas Scott et je sais pas et Brooke, qui ont, eu, des relations, bah, justement hors mariage, durant des années, qui ont eu le temps de voir qu'ils s'aimaient et cetera et cetera. Sauf que moi, j'étais à 10 000 dedans et donc, ben, oui, clairement, les frères Scott, Sauvés par le gong, qu'est-ce qu'il y avait, Dawson, et cetera. Je suis désolée Dounia, tu es beaucoup trop jeune, donc ça ne te parle pas. I'm ça va. sorry. J'ai quelques rêves, mais je t'avoue, j'ai pas tout. Désolée, désolée. Mais en tout cas, c'était clairement enfin, tu vois, c'était les premières séries où clairement, tu vois des amourettes, en fait, qui se créent et en fait, on te fait croire que les amourettes égale l'amour. Donc, moi, ça m'a profondément fait du mal. Après, au collège, comme beaucoup de gens, j'ai arrêté de lire et ça, il y a une étude que j'arrive plus à remettre la main dessus, subhanallah, qui, parlait du rapport des enfants à la lecture et en fait, c'est fou parce que ça te montrait qu'entre à la primaire, tu as toujours les filles qui lisent un petit peu plus que les garçons, mais soit les 2 lisent quand même pas mal. Au collège, c'est la chute libre, un truc de fou pour les 2 parce que en fait, il y a ce truc de tu vas te divertir autrement, Ouais. notamment à travers tes amis et les jeux vidéo. Parce que cette étude, elle a au moins, je pense que c'était au moment où j'écrivais encore des livres de Neiba, tout ça, donc il y a presque 8 ans, tu vois ce que je veux dire? Le portable n'avait Mmh. pas autant de place. Maintenant, clairement, ce qui a pris de la place, c'est les téléphones portables, on va pas se mentir. Donc au collège, j'ai arrêté de lire. Au lycée aussi, j'ai repris vers 17-18 ans et j'ai repris, figurez-vous, avec le journal de Bridget Jones, qui est, je trouve, pas du tout adapté pour une fille de 17 ans, mais enfin bon, pourquoi pas. J'avais, comment on appelle ça? Un bon pour pouvoir acheter un livre et en fait, faut savoir, enfin, quand on se remet dans le contexte, le journal de Bridget Jones, c'était un peu les premières romances, en fait, en Ouais, livre. ouais, c'est vrai. Je parle pas des Daniel Steele et tout ça, parce que Daniel Steele, c'est vraiment, tu connais Daniel Steele ou pas?
J'ai vraiment peur d'être trop vieille. Ah non, je crois pas, Da ça me Da donne bah, Danielle Steele, c'est une autrice qui a, je sais pas quel âge, elle a plus de 70 ans, tu vois? c'est quoi ces livres? Bah, en fait, c'est plein d'histoires d'amour, sauf que Danielle Steele, le problème de ces histoires d'amour, c'est que, déjà, il y a 4 métiers, dans le monde de Danielle Steele, reporter, mannequin, architecte et médecin, voilà. Tout le monde est blanc, évidemment, sinon c'est pas intéressant et donc du coup, c'est toujours un peu les mêmes histoires. Donc Danielle Steele, tu en as lu 3, tu en as lu 10, tu vois? Mais donc ça, c'est venu un petit peu plus tard dans ma pile à lire, mais clairement, le journal de Bridget Jones, c'était vraiment les premières romances qui sont arrivées et qui ont cartonné et moi, du coup, ben, rebelote, en fait, j'ai continué à penser que l'amour, c'est une évidence, que l'amour, c'est quelque chose qui te transcende. Enfin, c'était tellement faux et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à réaliser que ce qu'on nous vendait, c'était pas ça. Et je pense même que j'ai réalisé presque, enfin si même, c'est pas presque, j'ai compris après le mariage ce que c'était que l'amour. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis capable de donner une définition claire de l'amour. Je suis rentrée dans le mariage, franchement, je pouvais pas te faire ça. C'est juste que par contre, j'avais fait le travail de me dire, on fait fausse route, ça ne marche pas ce genre de choses, essayons différemment. Ben, je trouve que c'est, rassurant ce que tu dis parce que je pense que ça fait peur, en fait, à beaucoup de monde de se dire que tout ce qu'on nous a vendu, c'était que du rêve et de l'illusion. Mais du Mmh. coup, de se dire qu'il y a quand même une autre manière de voir l'amour après le mariage, de découvrir encore, des choses sur l'amour après le mariage, Ah enfin ouais. pendant le mariage, en fait, finalement, Mmh. bah, je trouve que c'est quand même rassurant. Oui, ah ouais, c'est trop bah et puis c'est trop bien, c'est trop bon, quoi. Enfin, en fait, ce que tu comprends quand tu te maries et puis même quand tu parce que moi, c'est pas que, ce que je dis là, c'est pas que, ma définition à moi, au vu de mon mariage à moi, hein, pas du tout, hein. C'est vraiment, à force aussi de continuer à lire parce que je lis quand même pas mal et je me documente sur le sujet. Je vais le dire en des mots qui sont ceux de Zina Hamzaoui, qui est thérapeute de couple et sexologue française, mais qui, réside en Belgique. Elle dit en fait: «L'amour, c'est une conséquence d'action». L'amour est une conséquence d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans ton mariage, vous allez faire des choses l'un pour l'autre qui va faire naître en vous de l'amour. Et ça, moi, par contre, c'est mon propos à moi. Je me dis toujours, mais enfin, ça, je l'ai réalisé il y a franchement même pas un an. Je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est Allah qui nous dit en fait aussi que l'amour, ça vient après, puisque il le dit dans son Coran, il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma. Il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma. Nous, ce qu'on doit chercher avant, c'est une forme d'enthousiasme, une envie de se marier. Ça, c'est important. Enfin, moi, je trouve, tu vois, parce qu'en plus, encore une fois, on sort de livres où on a l'impression qu'il faut être hyper enjoué, que c'est lui, I found my person, etc. Qu'est-ce que j'aime pas cette phrase d'ailleurs, mais tu peux pas passer de ça à juste, bon, je rentre dans le mariage, lui, quelqu'un d'autre, c'est pareil. Non, je pense qu'il faut quand même une forme d'engouement, une envie de construire quelque chose. Mais c'est pas la peine d'aller chercher plus, parce qu'en fait, si tu veux chercher plus, tu risques de te brûler les ailes vraiment au passage. Et du coup, ça serait quoi, toi, maintenant, ta définition de l'amour? Ah bah, c'est celle-ci. Clairement, c'est de se dire qu'en fait, enfin, puis moi je l'ai vu en fait, c'est que tu n'aimes jamais autant ton mari ou tu n'aimes jamais autant ton épouse pour les frères que quand tu vois à quel point elle est dévouée pour toi ou à quel point elle va au-delà de ce qu'elle est pour toi. Ça fait naître des sentiments extraordinaires quand vous êtes dans l'épreuve. Quand toi, par exemple, tu es dans l'épreuve, tu es dans le mal et que ton mari, il vient te soutenir dans cette épreuve, bah excuse-moi, pour moi, c'est ça l'amour, tu vois. C'est pas le fait de me dire il est trop beau, c'est pas le fait de me dire je sais pas d'où ça vient, mais quand même je l'aime trop. En fait aujourd'hui, non mais en fait ça me paraît tellement futile. Mais par contre, je fais un disclaimer qui me paraît hyper important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui rentrent dans le mariage en étant hyper, c'est pas amoureux. On utilise le terme amoureux. Je pense que le vrai problème c'est qu'on se trompe dans l'utilisation des mots. On est infatuated, on est dans un sentiment amoureux, mais on n'aime pas les gens. Aimer c'est très fort en fait. Aimer c'est lié à de l'engagement aussi. Le sentiment que l'on peut ressentir de légèreté, d'évidence. Déjà très souvent il y a beaucoup d'attraction physique. Mmh. Disons-nous-le clairement. Et puis, il y a ce truc, effectivement, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre ça dans ton cœur avant, et dans ton mariage, ça se confirme. Super, très bien, alhamdoulilah, mashallah, très bien. Moi, je dis pas que c'est pas bien. Juste que, on ne peut pas attendre que ce truc-là nous tombe dessus. Tu vois, c'est pour ça, je pense que le célibat aujourd'hui, il prend autant de place, c'est que trop de gens attendent Ouais, je cette vois ce que tu veux évidence. dire. On est Mmh. d'accord, tu vois. Ouais, 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 bien sûr. Tout le monde attend que ça te tombe dessus. Or, l'amour est une construction pour beaucoup, en fait. Tu Mmh. construis ton mariage, tu construis ton couple, tu te construis, et ça, je lis en ce moment l'étude sur le célibat musulman de Mohamed Oudjihat, quelle fut pas ma bonne surprise de voir que lui-même, il l'écrit aussi, en fait.
tu construis tout ça. Et j'en parlais avec une amie à moi qui a commencé dans son couple de manière assez timide, dirons-nous. Et là, ça fait 1 an, eh ben, elle voit qu'ils ont avancé. Mais ils ont avancé parce qu'ils se sont donné les moyens d'avancer. Et je pense que honnêtement, si ça tenait qu'à elle, ça tenait qu'à lui, ils auraient arrêté avant, en mode c'est trop compliqué, je crois qu'en fait on s'aime pas vraiment, etc. Mais je disais, c'est dommage parce que ce qu'il faut vérifier, en fait, c'est que vous ayez tous les deux de belles qualités, que vous respectez l'un chez l'autre. Si déjà tu as ça, tu peux construire un truc de fou. Franchement. Donc tu penses que, enfin, pas peu importe la personne, parce qu'au final, enfin, c'est quand même un choix réfléchi, et cetera. Mmh. Mais pour toi, on peut faire un mariage heureux, même en n'ayant pas, par exemple, tu parlais de ton ami, même Mmh. lorsque tu rentres dans ton mariage, tu ressens pas, on va dire, ce truc-là? Ah, pour moi, oui. Pour moi, oui, dans le sens où, et je comprends ce que tu disais, truc peut-être pas avec n'importe qui, mais en tout cas, clairement, le champ des possibles, il est plus grand que ce qu'on Ouais. veut bien se faire Ouais, penser. ça c'est ouais, Tu ça aussi vois? pareil, j'en suis convaincue, ouais. Voilà. C'est-à-dire que si tu vois ça comme ça, en te disant, puis ça, c'est aussi quelque chose que je dis beaucoup dans la masterclass et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Le choix de notre conjoint ne nous appartient pas. Allah, il a écrit pour nous différentes choses, dont le choix du conjoint. Donc en fait, le vrai problème aussi, c'est que nous, on arrive sur le marché en disant il faut que je trouve la bonne personne, c'est à moi de trouver toute seule. On se met une pression extraordinaire qui est profondément inutile, puisque en tous les cas, notre risque, notre subsistance, c'est Allah qui nous l'a choisi. Et en fait, c'est lui qui sait quel est notre bon partenaire. Nous, notre travail en tant qu'être humain, en tant que musulman, c'est quoi? C'est d'accepter le choix qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pour nous. C'est-à-dire quand la personne, elle se présente à nous, d'être suffisamment ouvert d'esprit en disant Allah, c'est lui du coup que tu m'as choisi ou pas? Tu vois, comme c'est pas pareil que de se dire faut que moi je choisisse en fonction de que mes critères à moi, etc. Versus Allah m'a prévu quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire une chose magnifique. Où se trouve-t-elle? Je trouve que c'est pas la même démarche. Non, pas du tout. Et puis je pense que, c'est enfin, la «mauvaise» entre guillemets démarche que tu as décrite, elle peut faire beaucoup de mal aussi dans le sens où, tu as l'impression que des fois il y a des choses qui te sont dues, alors Mhm. que, bah, non finalement parce que tu sais pas en fait ce qui t'a été destiné donc, Exactement. En fait, tu tu es vas vachement plus entitled. Je ouais n'arrive voilà, pas à c'est trouver ça. de traduction. On se disait On que va dire apaisé un peu, enfin moi je le vois comme ça. alors, tu es plus apaisé dans la deuxième partie. Ouais, en fait, tu es plus apaisé dans cette deuxième partie, mais dans la première, tu es un peu plus entitled dans le sens où, oui, ça c'est ce truc de: «Oui, mais ça m'est dû, en fait». Bah, oui, mais attends, moi j'ai fait tout le travail sur moi, j'ai fait du développement personnel, enfin je mérite quelqu'un de bien. Mais en fait, on ne mérite que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, c'est tout, en fait, tu Mmh. vois? Il faut qu'on redescende aussi un petit peu. Alhamdoulilah, on travaille sur nous, alhamdoulilah, on essaie d'être des bonnes personnes, mais en face de nous, il y a aussi des bonnes personnes. Parfois aussi, on est tellement entitled que la personne qui vient en face de nous, on est un peu en mode: «Elle est pas assez bien pour moi». Franchement, il faut qu'on se dise la vérité, hein, dans le marché du célibat, des fois, on arrive avec cette démarche-là, en fait. «Ah, il est trop petit, moi j'aime les grands. Ouais, mais non, il est pas exactement comme je voudrais, il est pas assez comme ci, il est pas assez comme ça». Et donc du coup, tu passes à côté de candidats qui sont hyper sérieux parce que tu avais pas les bons critères, sous les yeux. Et encore une fois, c'est un peu normal, c'est parce qu'en fait, les lunettes que l'on porte, en fait, elles sont complètement, tu vois, c'est comme si tu avais une couche un petit peu de saleté et ces saletés-là, ben, c'est un peu justement, ces fausses visions du mariage et cetera que l'on traîne depuis nos, 7 ans et demi, depuis, Cendrillon jusqu'à ce qu'on arrive au mariage, tu vois? Ça en fait, tu vois, des impuretés à nettoyer, tu vois? C'est normal qu'on voit pas très bien. Ouais, c'est normal. Comme on a baigné là-dedans, on s'en rend même pas forcément compte. Ah ouais, puis c'est dans l'air, quoi. Ouais, mais complètement. Et ça demande vraiment un vrai recul que de dire: «Mais en fait, attends, je crois que ça marche pas là». Et en plus, honnêtement, faut vraiment que les musulmans aussi se réveillent dans le sens où aujourd'hui, les personnes qui ne croient en rien, elles-mêmes, elles ont compris que ça marchait pas. Subhanallah, c'est fou quand même. Donc nous, on attend quoi pour, step back, pour voir les choses différemment? Il faut qu'on puisse se dire: Ça ne ressemble en rien en les règles qu'Allah a mis en place pour nous, donc déjà je devrais pas y aller». Et en plus, quand je fais un tout petit pas de recul, je vois bien que ça ne marche pas. Il y a plein de gens, qui se sont mariés, ou qui se sont mis en couple, en attendant qu'il y ait de l'alchimie, qui se sont testés, et cetera, et aujourd'hui ils divorcent. Il y en a plein. Donc on a bien vu que c'était pas un gage de réussite. Moi, gens qui me disent: «Oui, ben, il faut absolument connaître la personne avant de se marier». Bah, excuse-moi, moi j'en connais plein qui se sont mis en couple, parfois même ils vivaient ensemble avant de se marier, c'est pas pourtant qu'ils sont pas divorcés. Mmh. Donc ça ne marche pas. Il y a ça ne marche pas aussi le fait de se dire: «Oui, il faut que ce soit l'évidence». Il y a des gens pour qui c'était l'évidence, ils se sont séparés. Donc c'est pas un gage de réussite parfaite, totale et infinie. Ce n'est pas vrai. La manière dont on nous apprend à soi-disant aimer, elle est complètement biaisée. C'est pas ça aimer. Et en plus, c'est des gens, et ça me, je l'ai réalisé aussi un petit peu avant le mariage. Je me suis dit: mais quand même, enfin, c'est dans les séries que tu regardes, dans les livres que tu lis, parce qu'on reviendra après à la romance, parce que j'en ai lu aussi beaucoup, beaucoup trop. Allah n'est jamais là.
il n'est jamais, jamais, jamais là. Donc en fait, c'est vraiment des unions, des couples qui vont dans un sens, toi, moi, toi. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est pas censé être notre référence, en fait. Et du coup, tu disais que tu as lu beaucoup de romances et cetera, que ça Ouais. t'a brouillé la vue Mmh. et est-ce qu'aujourd'hui tu consommes ces produits-là différemment ou pas? Que ce soit en série, en film ou en livre? Bah, du coup, je les consomme plus. Tu les consommes plus du tout? Non, je les consomme plus parce qu'en plus, ça me fait vraiment lever les yeux au ciel. Alors quand je dis: «Je les consomme plus», j'ai lu une dernière, romance de je crois que c'est Mary McFarlane. J'avais lu un de ses livres que j'avais trouvé très drôle, c'était il y a quelques années. En fait, c'est, Mary McFarlane, je crois qu'elle est irlandaise du fait de son nom de famille et elle a un humour du coup très british qui peut être assez drôle et cetera, parce que moi je lisais beaucoup, les Lauren Weisberger, tu sais, Le diable s'habille en Prada. Ouais. Elle a fait beaucoup de livres après, autour des romances, sur des univers, très précis, puis beaucoup aussi autour de la romance. Donc moi, j'ai lu le livre, pardon, Le diable s'habille en Prada avant de voir le film et puis, j'ai lu aussi ses autres livres. Mais au UK, ils sont un peu plus drôles, ils sont un peu plus piquants, c'est leur manière, c'est leur humour un peu, tu vois? Et donc moi, j'ai lu beaucoup de romances là-dessus, puis à un moment donné, j'ai eu comme une espèce d'overdose et j'ai arrêté. Je me suis mariée et quand j'ai repris la lecture, je me suis dit: «Mais en fait, déjà, je trouve plus ça drôle du tout». Souvent, c'est des nanas qui sont, dans leur trentaine, qui sortent encore beaucoup, ça parle beaucoup d'alcool, je bois des mojitos avec des copines, enfin, je me reconnais pas du tout là-dedans et puis, en fait, je me dis juste, je n'y crois plus, en fait, à cet amour-là, qui sort un petit peu de nulle part, avec 2 êtres qui sont, maladroits, mais tout de même assez parfaits, avec des corps, qui vont quand même toujours très, très bien. Flemme. En fait, flemme parce que manque de réalisme, vraiment, Ouais, vraiment, vraiment. clairement. Ouais, ouais, c'est Ouais. vrai ça. Par contre, j'ai lu, Dune, alors on pourra en reparler, mais c'est pas du tout le sujet, mais j'ai lu Dune et dans Dune, notamment le tome 1, il y a le duc, Leto, qui est avec sa concubine qui s'appelle Dame Jessica et à un moment donné, pardon, je vous spoil les gens, le duc est décédé. Pardon, sorry, faites avance rapide, mais ça arrive très tôt dans l'histoire. Et le truc, c'est que c'est un amour entre les deux. Pour moi, c'est un amour qui peut paraître un peu froid ou un peu dur, ou en fait, c'est l'amour vrai. Et avant qu'il décède, il dit à son fils si je décède, surtout dis à ta mère que j'ai toujours eu confiance en elle. J'ai plus confiance en elle que je n'ai confiance en moi-même. Pour moi, ça, c'est l'amour. Enfin, ça, c'est une belle forme d'amour. Ce truc de je te donne ma confiance. Alors, encore une fois, la confiance ultime, elle est à donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce truc au quotidien, il peut y avoir des moments où c'est difficile, des moments où c'est sympa, mais en tout cas, pour moi, l'amour est dans les beaux sentiments. Voilà, c'est ça, en fait. Et D'accord. pour moi, l'amour, c'est pas que l'amour, en fait, tu vois. Faut un Oui, oui, peu, je vois ce que tu veux grandir, dire. tu vois. Que ça l'amour tout seul ne suffit pas, en fait. C'est Exact. pour toi, ce qui fait vraiment la valeur de l'amour, enfin du vrai amour, à ton sens, c'est vraiment, tout ce qui l'entoure, donc tout ce qui est confiance, le fait de se supporter, l'un et l'autre et cetera. Mais oui, c'est ça et c'est pas que moi, hein. Enfin, franchement, c'est quelque chose d'assez universel, tu vois? Dans les couples qui durent et faut pas que les gens hésitent à regarder, des témoignages et cetera. On a partout sur internet avec des couples qui durent, qui sont là depuis longtemps. C'est la même chose pour tout le monde, en fait. C'est ce truc on s'est pas appuyé que sur l'amour pour survivre. Ce truc dont on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, c'est plus que vrai. C'est-à-dire que, l'amour sans le respect, les gens pensent que: «Ouais, alors je la respecte pas, mais je l'aime. Je l'insulte, hein, mais je l'aime». Mais tu l'aimes de quoi? Tu l'aimes de quoi? À quelle heure? De qui? Je l'aime, hein, mais j'arrête pas de le dénigrer auprès de ma famille. C'est quel type d'amour? Faut qu'on grandisse un petit peu. Ah, l'amour, c'est pas que les papillons dans le ventre. L'amour, c'est le respect aussi. L'amour, c'est l'admiration que tu portes à la personne. L'amour, c'est le fait de se dire, «Je respecte tellement mon mari que, bah, je vais pas prendre n'importe quelle décision sans lui en avoir parlé parce qu'il est intelligent et son intelligence fait que moi, j'ai besoin aussi de l'avis de mon mari pour avancer dans quelque chose» et c'est ça faire couple, en fait. Et c'est pareil pour lui, en fait. De dire: «Mais en fait, sur des choses importantes évidemment, bah, en fait, non, moi j'ai envie de savoir ce que Madina elle en pense parce que j'ai marié quelqu'un dont je respecte l'intelligence». C'est revenir aussi, je trouve, à une forme d'humilité parce que Absolument. enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, on pense que, pas forcément chez les musulmans, mais de manière générale, j'ai l'impression qu'on pense vraiment que, tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on représente, suffit à faire un beau mariage. Mais en fait, enfin, toi, tu es pas toute seule dans le mariage, tu es pas toute seule dans le couple et enfin Barakallahu fik. on voit de plus en plus de couples, on va dire, qui Mmh mh. font entre guillemets «chacun leur vie de leur côté» et tu en as, toujours un qui est en mode: «Oui, mais de toute façon, moi, si j'ai envie de faire ça, je le fais». Tu vois? Et du coup, je trouve que ça, en fait, c'est comme si on était ensemble, mais qu'on n'était plus ensemble. Je sais pas C'est si tu vois ce que grave je veux vrai. dire? Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est hyper vrai. Je trouve que là-dedans, du coup, ça prouve, un certain manque d'humilité, mais je pense qui est aussi lié à toute cette culture qui est autour du moi qu'on a aujourd'hui. Tu vois? Où on est vraiment toujours enfin, on se met toujours en avant, on se met toujours en scène et Mmh enfin, moi, mh. je fais un lien avec ça et j'ai l'impression que, ouais, en fait, finalement, on manque d'humilité
dans nos relations et pas Ouais. forcément que le mariage au final. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien parce Bah, qu'on c'est prend ouais, je moins en suis considération l'autre. ah ouais, complètement. Bah, je suis com mais de toute façon, en fait, c'est pour ça que les couples, y a les couples ne tiennent pas. C'est qu'en fait, on a du mal à mettre au second plan, ses projets personnels au profit du couple. Voilà, c'est Parce qu'en ça. fait, quand tu fais couple, que tu le veuilles ou non, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, les gens ils sont en mode: «Ouais, mais non, attends, moi j'ai une carrière. Ouais, mais attends, bah, c'est-à-dire que moi je vais devoir m'asseoir alors que, lui, il a une super carrière». En fait, parfois et alors pour le coup, Dieu sait que je suis pas beaucoup d'accord avec le couple, Michelle et Barack Obama. Prochain sujet pour une prochaine fois, vraiment, c'est pas mes potes. Mais clairement, et ça, moi, ça m'a fait rire parce que je me suis dit: «Mais alors Michel, toi, tu es trop marrante parce que toi, pendant des années, tu as dit aux meufs, oui, franchement, en gros, c'est vous d'abord, lady boss, lady boss, lady boss». Tout ça pour dire des années plus tard, quand une fois qu'elle était plus first lady, dire: «Oui, en fait, vous, aujourd'hui, les femmes, en fait, dans les couples, vous faites plus d'efforts, vous comprenez pas une chose, c'est qu'en fait, parfois, faut être in the back seat, c'est-à-dire qu'il faut être à l'arrière dans la voiture commune qu'est le couple et laisser ton partenaire, lui, avoir ses projets en priorité. Puis après, tu reviendras devant et lui se mettra à l'arrière». Je vais dire: «Michel, t'es trop marrante. Pendant les 8 années du mandat de Barack, hein, t'étais où pour nous dire ça? Hein, mais t'étais pas là, en fait. Non, mais franchement». Et donc, toutes les filles, elles se sont dit: «Oui, je suis pas, I'm a boss lady, myself first». Et puis, en plus, souvent, c'est une génération de femmes qui ont vu des mamans se faire un peu écrasées sous le poids de la carrière du papa ou sous les ordres du papa. Il y a eu des mamans qui financièrement n'étaient pas autonomes et donc ça a créé de graves conséquences dans les mariages. Donc moi, je suis pas en train de dire que on s'écrase complètement au profit du couple. Ce que je suis en train de dire, c'est que dès lors où on a un couple, particulièrement un couple musulman, la priorité c'est Allah, après c'est le couple, après c'est toi. Mais et ça, c'est une amie chrétienne qui me le disait, tu fais partie du couple. Donc évidemment que toi, tu as ta place aussi dans le couple. Mais il y a des choses où il faut savoir se dire, ben, je peux pas faire la même chose quand je suis célibataire que quand je suis en couple. Il faut comprendre ça à un moment donné. Mais nous, on est une génération où on veut pas choisir. On veut Ouais, tout. on veut tout en fait, c'est ça. On veut tout. Et en fait, on n'arrive pas à accepter le fait que, ben, évidemment que quand tu es en couple, il y a des choses que tu pourras plus faire. Mais alors, quand tu dis ça, surtout si tu dis ça à certains points de la population, c'est hyper régressif, c'est n'importe quoi, on fait encore bien ce qu'on veut, bah, faites ce que fais ce que tu veux. Mais aujourd'hui, bizarrement, hein, il y a beaucoup d'études qui s'appellent «Pourquoi les féministes sont-elles toujours seules?» Ah ben, posez-vous la question. Que je pense qu'il faut aussi le dire, mais quand on parle de tout ça, à mon sens en tout cas, on parle aussi bien du côté de la place de la femme que du côté de la place de l'homme en fait. Parce que Absolument. quand on parle d'humilité, de se mettre à sa place, de faire des concessions, des compromis et cetera, enfin ça vaut pour l'un comme pour l'autre. Absolument, 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 clairement. Mais bien sûr, parce que dans le couple, tu es 2 en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, ça les gratte, ils sont en mode: «Oui, mais attends, tu pas parlé des hommes», et cetera, et cetera. Encore une fois, nous-mêmes, en tant que musulmans, on doit se rappeler une chose qui est fondamentale. Peut-être qu'il y a pas que des musulmans qui nous écoutent, hein, auquel cas, bienvenue évidemment. Mais c'est juste que moi, je mets sous le prisme des personnes qui sont de confession musulmane, parce que ce prisme-là fait qu'on prend des décisions différemment. Dès lors où tu es un couple de confession musulmane, toi, ce que tu cherches à satisfaire, c'est ton créateur. Donc, dans tous les cas, toi, t'es pas le plus important. Tu n'es pas le plus important. Le plus important, c'est Allah. Mmh. Et donc, toute ta vie doit tourner en fonction de ça, de qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire mon Seigneur et comment je fais pour maintenir mon couple dans une forme d'harmonie. Mais soyons très clairs, si toi, tu passes le plus clair de ton temps au travail, ou si tu passes le plus clair de ton temps avec tes copines, ou si tu passes le plus clair de ton temps, bah, en fait, t'as pas préservé ton couple. Et c'est dur, hein. Moi, je dis pas que c'est facile, hein. C'est très, très difficile, surtout quand tu es une célibataire depuis longtemps. Il y en a plein, justement, qui veulent pas se marier parce qu'ils ont peur de perdre cette liberté-là. Mais en fait, tu perds rien. C'est juste que dans la vie, eh ben, on change, en fait. Tu vois, de la même manière que quand tu as 25 ans, toi, Dunia, je crois que tu as 25 ans, bah, tu n'as pas Ouais. la même vie que quand tu en avais 13. Oui, tu as dû abandonner des choses. Bah oui, tu étais moins active dans ton foyer quand tu avais 13 ans, quand tu en as 25. Mais aujourd'hui, tu es aussi plus responsable, ta parole est plus respectée. Ça s'appelle la vie, en fait, de changer et d'évoluer. Je sais pas, hein. Ouais, tout simplement. Bah oui. Et du coup, au cours des discussions que tu as eues, sur ton podcast, c'est quoi les problèmes vraiment qui sont à l'origine des difficultés liées au mariage qui t'ont le plus marqué? Lié au mariage ou lié au célibat? Bonne question. Je pense lié au célibat d'abord parce qu'on a commencé par ça donc autant qu'on continue sur cette lancée-là. OK, bah, lié au célibat, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit, hein, clairement. C'est la peur de l'engagement, c'est le fait d'être dans une société, post-moderne où Dieu, c'est toi, en fait. C'est-à-dire que toi, tu es le plus important. Nous, on dit: «Allahu akbar». C'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure. Beh, c'est ça, en fait. C'est tu es l'être le plus important, on est passé du self-care au selfish ou je sais pas quoi, donc ça, c'est vraiment
un grand sujet. Le deuxième sujet, effectivement, c'est de pas comprendre que le choix d'Allah, il est parfaitement parfait et que, il faut être capable d'être sur, le siège passager, en fait, de notre vie et de se dire que c'est Allah qui conduit et c'est très dur, hein, parce que, on vit dans une société où, encore une fois, on est beaucoup dans le moi-je. On veut réussir, on s'approprie nos réussites et cetera et je parle pour moi aussi, hein, je suis pas en train de faire la leçon à qui que ce soit, je tiens vraiment à le préciser. Ce qui fait que ça va pas aussi, c'est que, on s'auto-check pas, en fait. C'est-à-dire que, les hommes disent que c'est les femmes le problème, les femmes disent que c'est les hommes le problème et en fait, pour autant, quand les prétendants arrivent, ça va jamais. Moi, clairement, j'étais dans cet état d'esprit-là et je sais que je suis pas la seule. Donc on n'est pas capable de se dire: «Mais en fait, là, je fais fausse route, en fait». On n'est pas capable aussi d'être ré moi, je trouve que c'est le manque de réalisme, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire qu'on comprend pas bien dans quel monde on vit, la réalité du marché. Il y a encore trop de femmes, et moi encore une fois j'étais comme ça avant de me marier, ou d'hommes aussi, hein, d'hommes, hein, pardon, de personnes qui sont dans leur petite bulle de critères et qui pensent que le mouton à 5 pattes se promène dans les rues de Paris à 5 heures de l'après-midi. Mais en fait non. En fait, il faut se réveiller, en fait. Je te donne un exemple très précis. Tu vas pouvoir te dire: «Mais moi, je demande rien, je veux juste, je sais pas moi, un homme noir qui a fait des études, qui est proche de sa religion, enfin ça va, je demande pas la lune». Bah, en fait, passer un certain â déjà clairement, des hommes, d'origine, ouest-africaine qui ont fait, de longues études, il y en a pas beaucoup, faut quand même qu'on se le dise, qui après vont te plaire physiquement, il y en a encore moins. À qui toi tu vas plaire physiquement, il y en a encore moins. Si en plus tu veux quelqu'un qui a jamais été marié, il y en aura encore moins. Enfin, tu vois, c'est en ça être réaliste, en fait. Et les gens pensent que le vivier, il est, comment dire? Il est disponible à l'infini. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et en plus, ça aussi il faut le dire, plus tu avances dans l'âge et maintenant finalement homme comme femme, plus tu avances dans l'âge, plus le vivier, il se rétrécit un petit peu pour toi aussi. Et ça, c'est des choses que les gens aiment pas toujours entendre, mais avoir plus de réalisme sur dans quel monde je vis, quel est le marché du travail, ça te permet, quand une personne vient, de la prendre avec un peu plus de sérieux en disant juste: «Ouais, mais non, moi j'aime pas sa coupe. Non, mais tu vu les chaussures qu'il a ramenées? Ouais, mais non, ah non, il a 2 enfants. Moi j'avais dit un maximum». Ouais, d'accord, tu avais dit un maximum, mais peut-être qu'il est super le type, en fait. Ou peut-être que la ou les hommes, «Ah non, alors moi, je sais pas moi, elle a pas la bonne origine ou elle est pas», des fois les hommes aussi sur le physique, ils ont des exigences, mais il faut se réveiller. Vraiment messieurs, si vous passez par là, mais s'il vous plaît, réveillez-vous. Le Kim Kardashian Gilbeb, faut comprendre l'hérésie de ce que vous dites, mais parce que ça, on l'a entendu plus d'une fois. Mais c'est une hérésie complète, en fait. Vous allez chercher quelqu'un, qui a fait son fonds de commerce sur le fait de ne pas s'habiller et vous lui demandez après de mettre le hijab et donc Ah quelle est ouais, une ouais, beauté ouais. enfin, ça n'a Ah ouais. Ah aucun mais ça, sens. c'est quelque chose qu'on voit très souvent en plus, hein. Bien sûr, bien sûr. Du coup, toi, tes conseils, ça serait vraiment de déconstruire notre vision de l'amour et être plus réaliste pour, du coup, pour, pallier à ces difficultés-là, Entre entre autres, les ouais, femmes? clairement. Clairement, c'est de déconstruire sa vision de l'amour, de se renseigner auprès de personnes qui sont un peu plus âgées que nous. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je dis souvent, mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de regarder des vidéos sur YouTube, on en pense qu'on en veut, de personnes, qui avaient peut-être 10, 15 ans de plus que moi et qui étaient, soit divorcées, soit jamais mariées. Eh ben, tu vois la réalité dans laquelle elles sont. Personnellement, ça m'a pas fait rêver. Je me suis dit: «Bon, bah, en fait, Madina, si tu veux pas, finir dans cette réalité-là, réveille-toi. Réveille-toi, sois plus ouverte et puis surtout, accepte enfin, fais confiance à Allah. Je pense que notre vrai problème, c'est notre manque de tawakkul envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je Mmh. suis la première Mmh mh. concernée, c'est une vraie bataille pour moi parce que, comme beaucoup de femmes, on doit le dire, on a du mal à lâcher prise. On a d'autres qualités magnifiques, hein, par ailleurs, c'est pas la question. Mais on peut avoir du mal à lâcher prise en tant que femme parce qu'on veut avoir ce contrôle-là. Or, on pourra pas avoir le contrôle sur tout. Et en fait, comment tu peux dire: «Ah moi j'ai pleine confiance en Allah», mais d'un autre côté, si, mon prétendant il remplit pas ma liste de critères, j'y vais pas. Elle est où la confiance? Je te dis pas qu'il faut y aller aveuglément, je dis pas qu'il faut jeter sa liste de critères à la poubelle et puis YOLO, tu vois? Pas du tout. Mais par contre, il y a quand même ce truc de il faut qu'on puisse, avoir une ouverture dans les plans d'Allah et s'insérer dans les plans d'Allah et non pas demander à Allah de s'insérer dans nos plans à nous et ça, c'est dur. Ouais, ça, c'est dur, très dur. Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, on a l'impression vraiment que des fois les choses nous sont dues alors que pas du tout et juste faut Exactement, placer sa confiance en Allah et c'est exactement tout. et dans la gratitude, mais vraiment. Mais on Voilà. est très entitled, hein, on l'est tous, hein, vraiment, enfin on l'est tous, on est beaucoup à être dans cette mouvance-là parce que c'est le monde dans lequel on vit qui veut ça aussi, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec, le Hell and Love, c'est que tu pointes, en fait, les problèmes avec tes intervenants. Donc vraiment, tu essayes de comprendre, en fait, ce qui va pas. Tu cherches vraiment les causes profondes, mais
tu essayes aussi de trouver des réponses et des solutions. Et aujourd'hui, toi, tu proposes des masterclass aussi pour, faciliter la Houma au mariage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai fait des masterclass, je dis «j'ai fait» parce que le format va changer, mais l'idée restera la même, c'est juste le format qui sera un peu différent. Mais jusqu'à présent, j'ai accompagné, les célibataires musulmanes, donc essentiellement des femmes, pour le moment en tout cas, vers justement cette déconstruction un petit peu de l'amour et du mariage pour mieux, reconstruire et pour mieux avancer. Et c'était des masterclass, qui duraient entre, 4h30 et 5 heures pour certaines, entre Ah 4 et ouais. 5 heures, on va dire. Ouais, c'est assez long parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire et vraiment, on passe souvent, vraiment 2 heures sur, les changements nécessaires à opérer pour se marier. On est d'accord, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui unit, les cœurs, mais plus on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus on s'offre de chances aussi d'arriver vers ce projet-là et on s'ouvre les portes de sa subsistance. Et donc c'est des masterclass où moi je donne beaucoup de contenu, du contenu qu'on va pas forcément trouver sur les réseaux, où vraiment on explique en détail quelles sont les étapes à franchir, quels sont les points sur lesquels il faut impérativement travailler dans un premier temps pour changer son état d'esprit et puis même pour changer sa démarche. Il y a l'état d'esprit, il y a la démarche. Puis après, on travaille aussi sur pourquoi c'est important de se connaître et comment on fait pour mieux se connaître. Puis ensuite, on aborde aussi la question des muqabalas. Ça, c'est hyper important. C'est quoi une muqabala? C'est quoi une rencontre? C'est quoi les signes? C'est quoi les green flags? C'est quoi les red flags? Et c'est quoi les orange flags? Et ça, je tiens à le préciser parce que je trouve qu'on n'en parle jamais des orange flags. J'avoue, c'est un terme que j'ai inventé, mais dans le sens où en fait, tu sais, quand tu te maries, les gens, enfin, c'est facile en fait de dire oui, je vais t'apprendre c'est quoi les green flags, je vais t'apprendre c'est quoi les red flags. Oui, ben ça va. Oui, un red flag en effet, c'est quelqu'un qui est un peu violent, quelqu'un qui tient pas son engagement, quelqu'un qui est un petit peu flou dans son projet, etc. Ok, red flag. Très bien. Green flag, c'est quelqu'un, à l'inverse, qui tient ses engagements. C'est quelqu'un avec qui tu es enthousiaste à l'idée de venir. Ok, mais la réalité, c'est que quand tu te maries, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, avant de te marier. Tu peux avoir des doutes aussi. Tu peux avoir des orange flags. Et des orange flags, c'est des petits drapeaux là où tu te dis, j'ai envie d'y aller, mais en fait, je sais pas, etc. Quand tu es célibataire et que tu cherches à te marier, t'en as pas mal des orange flags. Et parfois même, quand tu te maries avec des orange flags. C'est-à-dire que c'est des drapeaux, c'est des alertes où tu sais pas encore si ça va passer ou si ça va casser dans le cadre de ton mariage. Pour ça, faut se marier. Mais encore une fois, c'est ça aussi le tabacool. Par contre, moi, je Mmh. dis pas qu'il faut se marier avec des red flags. Franchement, non. Moi, je dis juste que, en tout cas, moi, je dis pas qu'il faut se marier, qu'il faut pas se marier. Ça, c'est vraiment, ça vous incombe et c'est la décision d'un sprinter là. Jamais je rentrerai là-dedans. Mais clairement, je trouve que les orange flags, c'est important d'en parler parce que un orange flag, c'est un critère que tu n'auras pas forcément validé, sur lequel tu as un petit doute et où tu te dis, purée, j'ai pas la réponse par A plus B, mais je vais quand même y aller parce que c'est trop dommage, parce que c'est ce truc de je ne sais pas. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Et ça, il y a que le mariage qui va savoir te le dire. C'est important que tu le dises parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vraiment se braquent, en fait, Il y en a pour plein. ces ouais, attends, mon accent anglais, il est catastrophique, mais pour, ces drapeaux-là, du coup, dont tu parles, C'est ça. pour ces drapeaux orange, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se braque, sur ça, donc ouais, c'est important de rappeler que c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire. Non, pas du tout. En fait, il faut vraiment, parfois on a des critères, on a une liste de critères et le problème c'est que en fait, on n'a rien rangé. Tu as rien hiérarchisé en non négociable, en important et en optionnel. Sauf que moi, je le dis souvent dans la masterclass, quand tu te maries, tu vas devoir te marier en abandonnant des choses qui sont importantes. J'ai pas dit non négociable, j'ai dit importantes. C'est comme ça aussi que tu montres à ce partenaire-là que tu l'aimes plus que ces choses qui sont importantes pour toi. Et ça, il faut l'entendre. Et ça peut aussi tomber dans les orange flags. Et tes masterclass, du coup, elles sont ouvertes aux femmes, Ouais. essentiellement Oui, et enfin, tu mets pas de limite d'âge, par exemple? Parce que je pense que ça pourrait être bien pas du tout. pour des jeunes. Ouais. Bah, ce qui est super, en fait, dans la masterclass, c'est que j'ai pas du tout mis de limite d'âge et bah, alhamdoulilah, j'ai eu des participantes, entre, 19-20 et Ah 50 ans. ouais! Ouais, Ah ouais, 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 ça commence machallah, c'est hyper bien. tôt. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'en ai eu plus d'une, hein, des sœurs qui ont 20 ans, entre 20 et 22, on va dire, qui se sont inscrites et j'étais hyper surprise, que pour moi, je pensais que c'était plutôt des femmes, qui justement avaient vraiment fait le tour de la question du mariage et qui s'étaient dit: «Bon, bah, en fait, ce que j'ai testé là, ça marche pas, je vais tenter une nouvelle voie» et en fait, non, alhamdoulilah, mais tu vois, justement, tu m'en parlais, je me permets de mettre sur on une conversation qu'on a eue Oui, sur bien off, sûr. où tu me disais: «Mais en fait, limite ton podcast, il est arrivé, trop tard». J'ai envie de dire: «Ah bah, ma pauvre, si tu savais comme moi-même, je trouve que mon podcast est arrivé trop tard pour ma pauvre personne». Mais aujourd'hui, je suis trop heureuse de voir et je dis alhamdoulilah pour ça, de voir des jeunes
sœurs qui ont 20 ans et qui feront pas, nos erreurs, en fait. Qui se sont Mmh. dit: «OK, bah, moi j'ai bien compris que là on était en train de me donner une fausse vision. Là je change et j'essaye dès le départ de faire les choses bien». Mais voilà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos erreurs et nos errances. On est malgré tout très, très heureux pour ces sœurs-là qui, elles, ont compris des choses, bien plus tôt. Mais après encore une fois, je sais pas comment mais je pense que toi c'est pareil quand tu étais jeune, enfin, qui était là pour nous parler du véritable Ah amour? ouais, personne. Bah, en plus, Personne. je trouve que vraiment, même quand tu as grandi dans une famille musulmane et cetera, je trouve vraiment qu'il y a pas d'accompagnement par rapport à ça. Enfin, Ah après 0. tout dépend des familles, hein. Il y en a qui font ça très, très bien, mais je trouve pas que ce Bah, soit la elles sont majorité rares, hein. des parents qui fassent ça, tu vois? Et du Ouais. coup, c'est dur de s'y retrouver, quand tu es jeune, quand tu es toute seule, c'est pas trop à qui en parler et puis, au final, tu te rends compte aussi que quand tu en parles autour de toi, les gens sont tout aussi perdus que toi, même si, Ouais, bah, parfois ils ont, je sais pas, la quarantaine, la soixantaine, enfin parce qu'eux aussi en fait ils ont complètement. pas eu d'accompagnement. Du coup c'est dur en fait et du coup c'est pour ça que ce type de masterclass là, ce type de contenu là, ben, c'est vraiment nécessaire en fait et je pense que c'est vraiment d'une grande aide parce que enfin moi clairement sans ton podcast, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas encore déconstruit. Bah, alhamdoulilah, mais comme je dis toujours, de toute façon, si ça avait pas été mon podcast, ça aurait été autre chose. Si vraiment tu avais voulu, Allah, il t'aurait donné un chemin. Je ne m'en fais pas pour ça. Mais c'est sûr que je suis, très reconnaissante à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis d'être, une cause et moi, je me dis: «De toute façon, moi, je suis une servante d'Allah, je suis à son service» et tu sais, pour moi, en tant que musulman, on n'aime pas les faux semblants. Tu sais, moi, j'ai horreur, mais vraiment, j'exècre les personnes pas les personnes où enfin, par exemple, voilà, tous ces producteurs-là de films, de séries, qui te font croire que l'amour, c'est ça, alors qu'eux-mêmes, ils savent, du haut de leurs 50 ans, 60 ans, que l'amour, c'est pas ça. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Ils savent très bien qu'ils sont en train de t'introduire dans un système, dans un schéma, dans une espèce de labyrinthe dont tu ne sortiras peut-être jamais. Il y a des gens à 40-50 ans, ils sont encore dans ce labyrinthe-là, à Mmh. attendre la bonne personne, et cetera. Et je déteste les gens qui font ça. Vraiment, je les déteste. Enfin, je déteste ce qu'ils font, en tout cas. Franchement, j'exècre ce qu'ils font. Et le halal love, que ce soit à travers le podcast ou à travers les masterclass, c'est ça le travail, en fait. C'est de se dire, on nous a menti, on ne nous mentira plus. Parce que moi, j'ai été victime de ces mensonges-là. Parce que, bah voilà, comme on se le disait en off, bah, tu vois, ces mensonges-là, bah, ça t'amène à dire: «Purée, mais en fait, c'était pas ça du tout», tu vois? Et en tout cas, je vais parler pour moi parce que je sais pas pour toi, mais ces mensonges-là m'ont amené à prendre parfois des mauvaises décisions, à avoir des mauvaises définitions du couple, tu vois? Ouais, complètement. Bah, je pense qu'on est beaucoup, hein, dans ce cas-là, enfin Ouais, je pense franchement, je aussi. pense que les personnes qui ont vraiment été préservées de tout ça, elles sont très, très rares, hein. À moins d'avoir vraiment eu des parents, à fond derrière et même ça, en fait, c'est même pas gage de réussite parce qu'il y Ah non, a pas du tout. tout ce que tu as autour de toi qui t'influence aussi. Ouais, Donc ouais, je pense que franchement, c'est rare, hein, les personnes c'est qui ont hyper eu la rare. vision claire dès le début. Mais oui, oui, non, mais c'est sûr. Bah, justement, quand, Oumaima, elle en parle dans son livre et qu'elle, c'est un peu, les Moukabala, c'est dans le salon de ses parents et cetera. Moi, je me disais: «Mais il y a Ouais, des c'est gens, vrai ils ont qu'elle en 9 parle. vies». Ah Parce que, ouais, bah, du vraiment. coup, moi, j'étais pas mariée. Je me disais: «Mais enfin, moi, ce sera impossible. Jamais mes parents, ils vont accepter ça» et cetera. Et en fait, pour la petite histoire, vraiment, c'est une anecdote personnelle que je partage là, mais en fait, je suis assez pudique. Mais ce qui me pousse à partager certaines choses de ma vie, c'est que je sais que parfois ça peut vraiment beaucoup aider de la même manière que moi, il y a des gens qui ont partagé des choses de leur vie et ça m'a aidé. Donc je pense que parfois, il faut sortir de sa réserve en se disant, avec l'intention sincère que ça aide certaines personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, dans ma culture, et comme pour beaucoup de familles, ton père, tu lui ramènes pas, quelqu'un tu lui ramènes pas un candidat une fois par mois, en fait. Lui, c'est, bah oui, pour Ouais, mon père, rahimahullah, à l'époque, c'était une bah oui, c'était personne une et personne. C'est, une personne par famille. Et d'ailleurs, une fois, il est arrivé dans ma famille que, une de mes sœurs dise: «Bah, en fait, je veux plus». Elle s'était fiancée, donc mon papa avait appelé en disant: «Bah, c'est bon, ma fille est fiancée» et cetera. Il lui a dit: «Je te préviens, OK, une fois, ça n'arrivera plus et pour info, tu as grillé le joker de toutes tes rosses». En fait, nous derrière, on n'avait plus le droit à l'erreur, tu vois? C'est compliqué. Ah bah, bien sûr. Et moi, je m'étais dit: «Mais moi, ça va», enfin, quand j'écoutais, parce que Maïma, elle a fait un épisode de podcast aussi sur, comment elle a rencontré son époux et cetera. Je me disais: «Mais enfin, on n'a pas du tout la même vie, moi, ça n'arrivera pas». Bah, franchement, il faut pas se dire ça, mes frères et sœurs. Il faut vraiment dire quand tu veux, comme on dit: «Là où il y a une volonté, il y a un chemin». Quand tu veux faire les choses bien, mmh. Allah, il t'ouvre grand les portes, il dit: «T'inquiète, bouge pas. Tu avais juste à demander, en fait et moi, je te facilite». Et franchement, moi, j'ai été tellement facilitée. Mais vraiment, moi, la première fois que j'ai rencontré mon mari en vrai, bah, c'était, à la gare de la ville où on vivait, où, je suis partie avec mon beau-frère et puis après, bah, il est arrivé, il a atterri direct dans le salon de mes parents, en fait.
Ça, j'aurais jamais pensé ça possible. Jamais, 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 jamais. Donc tout est possible. Qu'au final, quand tu te réformes, tu réformes aussi, les Ah gens en face de merci toi, enfin Dunia. tu les emportes avec toi Barakallahu là-dedans fik. donc Exactement. Mais tu vois, subhanallah, tu étais là, la masterclass de samedi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que non, j'étais pas là. J'aurais tellement voulu être là. non, mais c'est fou que tu dis ça parce qu'en fait, on en a parlé lors de la masterclass de samedi. Parce que justement, il y a toujours ce truc de ouais, mais moi, dans ma famille, ils veulent pas trop. Je leur disais, en fait, il faut aussi se rappeler une chose, c'est que parfois, c'est à nous de pousser un peu les murs du conditionnement de chacun des membres de notre famille. Alors nous, comme on est des femmes, souvent, en plus, on a un peu ce syndrome de la bonne élève, on veut pas heurter, on veut pas faire du mal, etc. Mmh. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que, ben, en fait, parfois, il faut aussi dire à nos familles, oui, mais en fait, ben, moi, j'ai changé aujourd'hui, je veux plus faire comme avant. En fait, d'accord, vous avez vos règles, mais en plus, c'est les règles qu'Allah, il a fixées. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien faire des efforts, mais Faut pas avoir honte. exactement. Moi, ça, c'est quelque chose. Et même à l'époque où je faisais des rencontres via l'application MyNifs, qui est un site de rencontres éthiques, les gens me disaient, ah, ouais, tu rencontres sur Internet et tout. Je disais, mais en fait, moi, je n'aurais jamais honte de vouloir me marier. J'aurais jamais honte de vouloir accomplir la moitié de ma foi et en plus d'essayer de faire les choses dans l'ordre. Jamais j'aurais honte de ça. Jamais, 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 jamais. Et là, pour les mukabalas, les rencontres, c'est pareil. Et puis, en même temps, faut aussi se dire que de toute façon, nos familles, s'ils nous connaissent, ils savent bien que bon, ben voilà, nous, on a changé de manière de faire. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Moi, personne n'est tombé de ma chaise, clairement. Quand j'ai dit à ma famille, bah, en fait, il va venir là, chez les parents, personne s'est dit quoi? Madina? Il va venir chez les parents, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc parfois aussi, on se met une pression et en fait, franchement, c'est nous qui nous mettons des barrières, hein. On est nos pires ennemis parfois. Ouais, c'est vrai. Mais en plus même, des fois, je me dis, finalement, OK, tu as peur et tout parce que ta famille, elle procède pas Ouais. comme ça habituellement. Mais en vrai de vrai, enfin, si on voit que la manière dont elle procède, c'est pas la bonne, en tout cas Mmh. vis-à-vis d'Allah, je pense qu'on a quand même on aura en tout cas, je pense, une responsabilité Bien sûr. vis-à-vis de ça. Je me dis, si on a vu un problème et qu'on n'a pas essayé de le Mmh. changer, un Mmh. minimum, je sais pas, je me dis, enfin moi j'ai peur des Mais non, mais conséquences en tu as tout raison cas. Dunia, c'est une très bonne manière de voir les choses, je pense, franchement, hein. Et on avance un petit peu parce qu'on parle déjà depuis longtemps, on n'a pas terminé et moi je voulais pas, quitter cet épisode sans, que tu nous parles de ton activité d'autrice parce que, ben, on est sur un podcast qui Bien parle de sûr. littérature donc vraiment c'était obligatoire Ouais, de tu as raison. passer par là. Du coup, Madina, tu es l'autrice d'une série d'albums jeunesse qui s'intitule, Naïba je sais tout et qui compte les aventures d'une petite fille de 9 ans qui est franche, drôle et un peu de mauvaise foi, mais c'est ce qui fait tout son charme. En tout cas, c'est comme ça que tu la présentes. Est-ce que tu peux, nous dire comment est né Ouais, ce bien sûr. projet? Mais en fait, ce projet, il est né je vais essayer vraiment de la faire courte, mais à l'époque, j'étais, salariée dans un gros cabinet d'audit et en fait, je bossais comme une folle, vraiment. C'est-à-dire que, comme je disais toujours, j'avais l'impression que le travail, c'était, au centre de ma vie. Tu vois, la région parisienne, bah, enfin, le travail, c'était zone 1-2 et en fait, ma foi, ma santé, d'autres choses, c'était zone, 4-5-6 quoi, tu vois? Et je me suis dit: «En fait, je ne partirai pas de cette boîte en étant vidée de tout mon jus. Ils ne me prendront pas tout mon jus». Moi, c'était ça mon truc. Je veux bien apprendre et tout ça à travers cette boîte-là, mais ils me prendront pas tout mon jus. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'avoir une rupture conventionnelle et donc que j'ai obtenue vraiment par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» J'ai eu peur et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Et là, j'ai acheté un livre qui s'appelle «Découvrir ses talents cachés». C'est important que j'en parle parce que du coup, j'ai écrit justement là où j'étais bonne et cetera quand j'étais plus jeune et il y avait beaucoup l'écriture qui revenait, tu vois? Et en fait, je pense qu'à l'époque, je m'étais déjà dit: «Je pense que je vais écrire des livres pour les enfants» et c'est comme si je remplissais ce cahier en voulant arriver à cette finalité-là. Parce que la réalité, c'est que j'étais bonne pour écrire, etc. Mais cette oralité, je l'ai complètement laissée de compter. Alors qu'en fait, tu vois, quand je dis, j'ai écrit des histoires, mais j'en ai écrit deux, trois dans ma vie, tu vois. Ça a jamais été mon driver, tu vois. Donc, ben, clairement, je me suis dit, bon, ça a l'air quand même de correspondre. Je voulais écrire des livres pour les enfants parce que, justement, moi, quand j'étais plus jeune, ben, ça manquait beaucoup de représentation, tout ça, hein. J'ai parlé de Tom Tom et Nana, j'ai parlé de Tintin, j'ai parlé du petit Nicolas. Bon, on est sur des profils qui sont quand même assez similaires en termes d'origine. Et je me disais, mais ça, c'est aujourd'hui, enfin, j'avais des neveux et nièces. Je me disais, mais ça n'a pas changé, en fait. Ça n'a pas changé. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, écrire des livres pour les enfants, bingo, ça lie le fait que j'aime écrire et ce combat que j'avais envie de prendre à bras le corps. Mais la réalité, c'est que si je suis honnête, c'est un sujet qui m'importait, mais c'est pas pareil que pour le halal love. Halal love, c'est mon sujet, c'est grave mes tripes, tu vois.
La représentation, tu Ouais, vois je un peu la nuance? comprends. Je dis pas que je crois pas que la représentation, ça importe et cetera. Bien sûr que je le pense, mais la vérité, c'est que c'était pas mon combat principal si je suis vraiment tout à fait transparente. Donc ces romans-là, ils sont nés de cette volonté-là de dire: «Mais en fait, bah, nous aussi, on a le droit à nos personnages et ça nous aidera, inch'Allah ta'ala, à se sentir plus visible». Parce que moi qui ai grandi dans une ville de 3 000 habitants, qui avait pas de personne pour, me représenter, et bah, pendant très longtemps, moi, j'ai eu un gros complexe d'infériorité par rapport aux personnes blanches, tu vois? Pendant ah ouais, vraiment. Ouais. Et pour le coup, ça, c'était franchement magnifique quand j'ai fait Naïba, surtout le tome 1. Je rencontrais beaucoup, beaucoup de femmes noires qui me racontaient des anecdotes, mais on se retrouvait tellement là-dedans, on se donnait tellement d'amour, parce qu'ils disaient: «Mais toi aussi, tu as vécu ça?» «Mais bien sûr que j'ai vécu ça». Franchement, je partage une anecdote 30 secondes. Il y a une femme noire qui disait, mais en fait, elle dit: «Mais moi, je voyais tellement les blancs comme des êtres inaccessibles, plus beaux, plus. Pour moi, ils faisaient tout mieux». Elle me dit: «Parfois, je regardais des blancs manger, je me disais: mais même quand ils mangent mieux que nous». Pardon, je me suis retirée. C'est C'est très grave, je grave. ris, mais c'est hyper triste. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Mais ouais, mais» enfin, je l'ai pas du tout jugée parce que je me suis dit: «Mais girl, I hear you, I feel you, I am you», tu vois? Donc je comprenais, tout à fait, tu vois? Et en ça et pour ça, je regretterai jamais, je regrette pas du tout, d'avoir créé Naïba. Et bah, justement, en fait, je voulais qu'on parle de Neiba, pas juste pour parler de livres, mais parce que moi, je vois vraiment dans cette démarche-là un lien avec le Mmh mh. Halal Love. Tu en as un petit peu parlé du coup, mais dans le Halal Love, tu répètes souvent que, pour faire un bon mariage, il faut d'abord se connaître soi, pour réussir à, choisir un bon partenaire de vie et du coup, ça passe par l'amour de soi, si on peut Mmh. appeler ça comme ça. Est-ce que pour toi, le fait d'écrire des livres pour enfants avec plus de représentation, en tout cas pour les enfants noirs, est-ce que pour toi c'est une façon de leur parler, enfin de développer leur amour pour eux-mêmes, avant de leur parler d'amour pour les autres? Ouais, ouais, carrément. Dans le sens où, en fait, moi, au-delà de l'amour de soi, je dirais que c'est presque de l'estime de soi. Tu vois, quand on vient Ouais, te voilà. dire, même les blancs, même manger, ils font ça mieux que toi, c'est qu'au niveau de l'estime de toi, tu es pas très haut, tu vois? Et je dis pas ça pour juger la sœur, hein, parce qu'encore une fois, comme je te disais, moi, je comprends ses propos parce que je les On ai est pensés, tous ouais, et passés bah, par tu là, vois, je je pense pense. qu'on est vraiment beaucoup à être passés par là, donc c'est pas du tout, par rapport à elle que je dis ça, c'est d'une manière générale. Il est fondamental d'avoir une bonne estime de soi. C'est-à-dire que ça, on se le doit, en fait. C'est important. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme des êtres de valeur. Et aujourd'hui, tu vois, j'aurais un autre discours, je passerai par d'autres choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle, en fait, du fait que, et d'ailleurs, c'est trop beau, et j'en parle aussi dans la masterclass, c'est que, tu sais, juste après ce moment où Allah, il dit, et nous avons mis entre vous de la mawadda, de la rahma, juste après, et ça, c'est dans la même aya, hein, parce que les gens, ils aiment trop s'arrêter à cette partie de la aya qui est très belle, hein, il n'y a pas de problème. La partie juste après, c'est quoi? C'est il vous a créé de langues et de cultures différentes. À un moment donné, c'est hyper fort ce qu'Allah il dit. C'est lui qui nous a créé de cultures et de langues différentes. Et d'ailleurs, moi, j'aime trop qu'ils le mettent dans cette même ayah, c'est pour nous dire aussi, vous vous compliquez la vie avec vos affaires de il est turc, elle est comorienne, il est ivoirien, elle est blanche, je sais pas. Enfin bref, je referme cette parenthèse, je repars sur le côté des représentations. Dans tous les cas, oui, je pense que l'estime de soi, c'est important. Et tu vois, Mohamed Oudjihad, dans son livre Études sur le célibat musulman, il dit justement que les musulmans se sont trop perdus dans la course de la confiance en soi, et aujourd'hui, bah, en fait, on met la confiance en soi avant le mariage, etc. D'un côté, je suis d'accord avec lui, je le comprends, mais d'un autre côté, moi, on a vu trop de femmes rentrer dans un mariage avec une estime d'elles-mêmes au ras des pâquerettes. Ça fait pas la réussite d'un mariage. Ah, mais c'est une catastrophe, parce qu'en plus, souvent, elles vont être attirées par des hommes justement qui ont une certaine présence, prestance, et ces hommes-là, en fait, ils repèrent ces femmes-là. Ce sont des proies, en fait, quand t'as pas d'estime de toi-même, en fait. C'est rare que quelqu'un qui te dise: «Oh, t'as pas d'estime de toi, tu sais pas te mettre en valeur, mais c'est pas grave, moi je vais t'aider, je vais t'aimer». Et en fait, il prend pas avantage de toi, c'est quand même extrêmement rare, parce que c'est humain. Tu nous as parlé de ton rapport à la représentation et à l'amour aussi finalement, enfin plutôt à l'estime de soi du coup. Et moi j'aimerais bien savoir Madina, est-ce que, toi ton activité d'autrice ou même en dehors de ton activité d'autrice, mais peut-être que tu écris juste pour toi et que tu publies pas, est-ce que ça a un lien avec, ta spiritualité? C'est une bonne question. Alors, moi, j'écris plus grand-chose que je publie pas. Tu vois, quand j'écris des choses, souvent je fais des newsletters, et ça, tu vois, on en a pas parlé, mais pour moi, ça, c'est un gros travail d'écriture. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire des newsletters. Franchement, ça, c'est un exercice que je préfère, en fait. Ce truc où, tu cherches le bon mot, tu envoies un courrier aux gens. Enfin, tu vois, c'est rare maintenant, en fait, de s'envoyer du courrier, et j'aime beaucoup ça. Parfois, oui, ça m'aide au niveau de ma spiritualité, mais je pense pas que je le fais pour m'aider dans ma spiritualité. Honnêtement, je pense pas. Je fais pas de journaling ou des choses comme ça, j'aimerais beaucoup, mais je manque Mmh. de temps.
en fait. Je manque encore d'organisation. Surtout, c'est pas que je manque de temps, c'est que je manque d'organisation. Mais qu'est-ce que j'aimerais? Parce que je pense que ça me ferait énormément de bien à l'âme de faire du journaling, vraiment. Mais même en dehors de ces pratiques-là, enfin, est-ce que toi, par exemple, le fait d'écrire des albums jeunesse, ça apporte quelque chose à ta foi? Franchement, je pense pas. Je pense pas que ça m'ait aidé à travailler ma spiritualité et je te dirais même que c'est pour ça que j'ai dérivé vers le halal love parce que j'avais besoin d'un projet où je ne dissociais plus ma personne de ma foi. Dans le sens où, tu vois, quand j'écrivais Neiba, etc., et que du coup, je faisais pas mal de salons, à l'époque, j'étais déjà voilée, mais en fait, il y avait ce truc un peu inconscient de, bah, si j'arrive avec mon foulard, on va me voir avec mon foulard, etc. Donc souvent, j'étais en espèce de cagoule, turban, sauf qu'en fait, moi déjà, je trouvais pas ça très esthétique, mais c'est tout à fait personnel. Et puis même, c'est pas comme ça que je voulais le mettre, en fait. Donc, je me suis dit, bah, en fait, j'avais l'impression de me nier. Tu vois un peu? Je me suis dit, bah, en fait, non, moi, je suis qui je suis. Et j'avais vraiment l'impression de, tu vois, quand tu parles de représentation, surtout dans les romans jeunesse, tu parles pas du tout de religion. Donc, en fait, tu es vraiment sur deux sujets qui sont différents. Et moi, je travaillais de plus en plus sur mon rapport à ma foi et j'avais envie, je m'étais dit, le prochain projet, je veux qu'il soit vraiment tourné profondément vers l'amélioration de la communauté musulmane. Ça veut pas dire que, comme tu l'as très bien dit, comme tu l'as très bien soulevé, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Bien sûr que tu peux tout à fait travailler sur des représentations pour les petits-enfants qui sont notamment de confession musulmane et ça les aidera. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais je trouve que c'était pas vraiment en lien. D'accord. Madina, on arrive à la fin de l'épisode. D'habitude, je demande aux autrices de lire, leur passage préféré du livre qu'on a présenté pendant la Mhm. conversation. Mais, étant donné que toi, tu es à la fois autrice et créatrice de contenu autour de l'amour, je voulais faire un peu différemment. Et Madina, j'aimerais bien te demander, si tu devais écrire la dernière ligne ou le dernier paragraphe, si jamais tu es inspirée, d'un livre au sujet de ton long voyage de célibataire jusqu'au mariage, ça serait quoi? Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question. J'ai écrit quelque chose de très court que je vais lire. Ne me jugez pas, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais c'est moi qui ai pas pris beaucoup de temps, hein. Dounia a été incroyable dans son travail. Elle m'a envoyé les questions bien avant. C'est moi qui ai pas été bien organisée. Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est vraiment très court, hein. J'ai pleuré, je me suis beaucoup impatientée. J'ai invoqué, refusé, regretté, cherché, recherché, désespéré. Et malgré le temps qui m'a semblé s'éterniser, je ne peux que constater que les plans d'Allah sont parfaits. Point. C'est trop beau! C'est gentil. Bah écoute, pour moi, c'est vraiment quand tu m'as vraiment dit d'un livre au sujet de ton long voyage de célibataire jusqu'au mariage, c'est vraiment ça, dans le sens où quand je me suis mariée, je me suis dit, mais les plans d'Allah, ils sont vraiment parfaits. Dans le sens où, encore une fois, moi, je me suis mariée quand même sur le tard, il faut le dire, à 37 ans, 38 ans, c'est pas jeune, hein, faut quand même qu'on se le dise. Mais en fait, pour la petite histoire, moi, avant de me marier, je suis retournée vivre chez mes parents pendant 1 an et demi. Donc, comme je dis, moi, je suis de Lorraine, j'ai un peu bourlingué, puis après, j'ai fait 13 ans à Paris. Puis après, je suis rentrée chez mes parents, c'était en 2021, septembre 2021, septembre 2021 jusqu'à mon mariage en mars 2023. Donc, c'est vraiment à peu près 1 an et demi. Et j'ai passé 1 année et demie, les gars, extraordinaire. Alors que moi, quand j'étais rentrée, j'étais en mode, ah, par contre, je vous préviens, les gars, je reviens chez vous, vite fait. Après, moi, je reprends mon appart. J'avais pas du tout envie de revivre chez mes parents parce que j'avais déjà 36 ans, je crois. Et j'étais en mode, non, je vais pas revenir chez mes parents et tout, c'est trop la défaite. Et ma mère m'avait dit, non, mais non, tu dis ça. J'ai dit, ah, maman, je te préviens. C'est soit je rentre dans la même ville que vous, mais j'ai mon appart, soit je rentre pas, je reste à Paris. Elle a dit bon d'accord, ok, bah reviens, tu vois. Et donc bah je suis revenue chez mes parents et en fait la vie a fait que j'ai pas pu déménager financièrement et en fait j'ai passé 1 année et demie extraordinaire où j'étais, enfin moi mes parents je les appelais mes colocs en fait. C'était tellement tu passes des bons moments en fait avec tes parents. Enfin voilà, tu peux préparer le petit déjeuner de ton papa. Enfin moi pour moi c'est un honneur pour moi en tout cas clairement et c'était trop bien. J'ai eu des belles discussions avec ma mère et tout. Enfin franchement on s'est quand même dans l'ensemble très très bien entendu et je me suis mariée en mars 2023 et mon papa, rahimallah, il a été rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala en septembre Mmh. 2023. Donc 6 mois plus tard. Donc tu vois, enfin moi qui me dis je me suis mariée hyper tard, mais en fait je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai pu passer 1 an et demi avec mon père. C'est trop bien. Ouais, Ben ouais, subhanallah, j'aurais jamais pu le faire si j'étais mariée avec des enfants, tu vois. Donc franchement, et pourtant je me disais mais quand même je suis prête, mais quand même là, mais j'aimerais bien me marier. Et puis mon père aussi, il voulait que je me marie aussi, tu vois. Mais je me dis quand même, c'est des moments que je chérirai toute ma vie, Inch'Allah ta'ala. tu aurais peut-être regretté en plus finalement, enfin, si admettons tu t'étais mariée et que tu aurais pas pu passer autant de temps que tu l'aurais voulu avec ton Ah ouais. papa, ben
Bah, déjà Et même là, tu vois, quand, voilà, sur les derniers mois où c'était un peu compliqué, surtout les dernières semaines, bah, en fait, quand tu rentres, chez toi, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais, quoi?» Enfin, c'est nul, quoi. Tu te dis: «Mais c'est pas ça que je veux, mais moi je voudrais rester, tout le temps avec mon papa», tu vois? Vraiment, en plus, tu vois, comme je l'ai dit en début de conversation, mon père, c'était vraiment l'homme de ma vie, tu vois? Ouais, on était hyper proches, c'était vraiment, alhamdoulilah, vraiment, il y a pas de tristesse quand je dis ça, ou peut-être un peu, mais c'est pas, c'est plus de la reconnaissance et de la joie qu'autre chose. Donc oui, clairement, je suis trop contente et je me dis, le timing d'Allah, il est vraiment parfait. Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et j'avais pas prévu de te poser cette question, mais ça m'intéresse. Bon, après, si tu as pas envie d'y répondre, tu pas obligé. Mais pendant cette année, du coup, que tu as passée avec tes parents, est-ce que tu as appris des choses au sujet du mariage que tu avais pas forcément vues avant? Enfin, est-ce que ça t'a apporté quelque chose aussi dans, ta quête, Ah, elle est de hyper mariage? intéressante ta question, Dounia, vraiment, tu fais bien de la poser. Écoute, moi, c'était plus, je pense que, ça m'a redonné de l'importance sur, le fait de prendre soin les uns les autres quand on est mariés. Tu sais, ma mère, c'est vraiment une autre génération, papa, quand il a été rappelé, il avait 80 ans. Rahimahullah, maman, elle en avait 65, 66, je sais plus. C'est une autre génération, tu vois? C'est des Mmh. gens, ils ont un tel soin pour l'autre qui est extraordinaire. Voire même plus, c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité, ta mère, elle est aux soins de ton père, surtout quand ton père, il est malade. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a parfois, c'est dans l'autre sens. Je sais plus qu'est-ce qui m'avait dit ça, ou c'était le papa qui prenait soin de sa femme, et c'était des personnes maghrébines. C'était extraordinaire à voir. Donc, clairement, moi, j'ai emmené ça dans mon mariage. Ce truc de prendre soin, les uns les autres, en fait. De se dire, en fait, en plus, plus tu prends soin de la personne aussi va prendre soin de toi. Ça veut pas dire qu'il faut s'oublier, il faut aussi être vigilant aussi. Attention, il faut aussi se dire, bah, à la personne, bah là, tu sais, j'aimerais bien, j'ai besoin de toi aussi, parce qu'en fait, en tant que femme, on a très envie de bien faire et parfois on fait trop. Donc c'est vrai qu'il faut parfois un peu mesurer ça, mais sur certaines choses, je me dis non, c'est trop mignon, c'est trop beau, et ça, je l'ai vraiment vu, je l'ai revu chez ma mère quand je suis partie revivre chez eux. Et il faut dire aussi que je l'ai vu chez ma mère quand j'étais jeune, et d'ailleurs, ma mère, elle est venue nous voir là il y a quelques jours, et je l'ai remerciée. J'ai remercié, je lui ai dit, je te remercie maman, parce que franchement, je t'ai vu faire des choses dans ton mariage que je reproduis aujourd'hui. Et jamais j'aurais pensé les reproduire, Dounia, je te dis la vérité. Mais ça m'a tellement marqué quand j'étais petite. Par quand papa il allait travailler, maman elle lui préparait ce qu'on appelait à l'époque la gamelle, ton tupperware en gros, et elle choisissait les meilleurs morceaux de viande, elle lui faisait à manger, etc. C'était, enfin franchement, je trouve que tu montres à l'autre, tu le remercies d'aller chercher le pain. Parce qu'en plus, enfin, quand même à l'époque, faut quand même se dire quoi, c'était des papas qui géraient la finance, enfin les finances plutôt d'un foyer. Donc, tu vois, c'est les gens aujourd'hui pourraient se dire: «Ouais, bah, vas-y, pourquoi je fais à manger? Bah, moi aussi, je vais travailler», et cetera. Les choses étaient différentes à l'époque, et nous, enfin, voilà, dans la gestion de notre vie de tous les jours, le breadwinner, c'est mon mari. Donc clairement, oui, moi, ça me fait plaisir d'être celle aujourd'hui qui est un peu, la mère nourricière, mais en fait, c'est lui qui nourrit aussi à travers ses finances, en fait. Donc alhamdoulilah. Vous apportez chacun quelque chose Merci au foyer Dounia, c'est finalement. exactement ça. C'est que, enfin, franchement, mais franchement, je te dis bravo pour ta maturité, c'est extraordinaire. Je trouve que tu es d'une grande maturité, tu comprends très bien très vite les choses. Moi, je trouve que on a trop fait de l'argent un outil de pouvoir, mais chacun contribue. Lui, il contribue avec son argent, toi, tu Mmh. contribues avec tes skills, et lui, il va aussi contribuer avec d'autres compétences qu'il a aussi, tu vois. Moi, par exemple, la voiture, je n'y touche pas. Enfin, je veux dire, demain, il y a des travaux, tu ne m'appelles pas, parce que de toute façon, je ne pourrais pas t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun s'apporte des choses, et aujourd'hui, on en a fait un truc de celui qui pèse, c'est celui qui ramène l'argent, faire à manger, c'est ringard, alors qu'en fait, tout le monde aime bouffer. Enfin, tu vois, pardon de l'expression, mais c'est un peu ça, tu vois, tout le monde aime manger. Mais quand tu fais à manger, tu te sens diminué, quoi. Genre, vas-y, moi, je vais pas faire la popote. Bah, écoute, moi, dans tous les cas, faut bien Mmh. manger, non? Pourtant, à la fin, tout le monde est content quand Mais le oui, plat il c'est est ça. servi, quoi. Pareil pour, la Mais lessive, pareil c'est pour pour le exactement ménage, ça, pareil pour exactement. tout. En fait, c'est une répartition à avoir, et il Ouais, faut voilà, aimer c'est à ça. nouveau donner de la valeur à nos tâches ménagères, parce que le ménage au sens le foyer, bah, c'est hyper important. Franchement, c'est pas une carrière qui tient chaud la nuit, hein. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, hein. Je pense que en fait, je pense que juste ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est pas forcément revenir à un type de modèle parce que même dans notre religion, Allah, il nous impose pas de modèle en particulier. Il nous dit juste de, comme tu as dit, répartir les tâches et cetera. Mais je pense qu'on devrait pas avoir peur non plus d'adopter un schéma comme celui-ci parce que finalement, on a vu que ça Mmh. fonctionnait et même si aujourd'hui on nous pousse à travailler, on nous pousse à être dans Mmh. autre chose, finalement, c'est quelque chose qui est tout aussi louable même si, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus, vanté, on Absolument, va dire et je sais pas si toi pareil, tu as dû faire un travail par rapport à bien ça sûr.
pour pas te sentir, je sais pas moi, dévalorisée ou tu Ouais, bah, vois je ce vois que je tout veux à fait. dire? C'est un travail que j'avais déjà fait en amont parce que, tu vois, encore une fois, moi, vu l'âge auquel je me suis mariée, j'ai vu mes amis, en fait, se marier et donc j'ai vu, les femmes, se faire, pardon du terme, mais bolosser parce qu'en fait, toi, tu es une femme et tu bosses, 5 jours sur 7 et en plus, tu dois te taper les tâches ménagères. Effectivement, tu dois taper l'éducation des enfants, les devoirs, et comme je dis toujours et à côté de ça, on t'impose ou on te demande de faire 50-50 au niveau des finances. Ah d'accord, super. Donc tu fais 50-50 au niveau des finances, mais monsieur au niveau des tâches ménagères, il est à 20, toi tu es à 80. Bon bah en fait 50 plus 1 ça fait pas 100 et 50 plus 80 dans l'autre sens, ça ne fait pas 100 non plus. Donc quelqu'un se fait avoir. Donc moi ça c'est des choses je m'étais dit ça marche pas. Maintenant que chacun se dise que voilà, il y a des modèles. En fait, chacun doit choisir un modèle qui lui convient. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile pour une femme de lui dire assieds-toi, ne bosse pas. Et moi-même, j'ai un podcast, donc en fait, je vais pas dire aux gens ne bossez pas. Non, mais enfin, tu vois, faut être honnête. Je dis pas que c'est facile en fait d'être uniquement sur la gestion, la maintenance, l'opérationnalité du foyer. Je sais que déjà en soi, ça prend énormément de temps. L'intendance d'un foyer, franchement, ça prend un temps de dingue. Et mais bon, moi, je suis prête à me dire, bah, en fait, je cumule les deux jobs. Mais par contre, évidemment qu'au niveau des finances, on n'est pas à 50-50. C'est pas possible. Puisque de toute façon, moi, au niveau de l'intendance du foyer, on n'est pas à 50-50. Après, c'est à chacun de remasteriser aussi des choses que tu as pu voir, par exemple, chez tes parents, où tu te dis, bon, bah, ça, par contre, c'est un peu, aujourd'hui, au vu de la société dans laquelle on vit, on va faire un petit peu différemment. Et puis, en fonction de ma personnalité à moi. Je ne suis pas ma mère n'est pas moi. Toi, Dounia, tu n'es pas tes copines et tu n'es pas née dans les années 1800 non plus. Donc, forcément, il y a des choses sur lesquelles, eh ben, en fait, tu te sens quand même je sais pas moi, la nécessité de travailler après les 6 mois, les 1 an de ton enfant, j'en sais rien. Donc, tu vas peut-être trouver d'autres manières de faire, en fait. Mais clairement, il y a des choses, il y a des ancrages qui fonctionnent plus que d'autres, de ce que j'ai pu voir. Maintenant, il y a des exceptions aussi. Et ça, je les ai vues également. Ouais, bien sûr, c'est jamais, tout noir Non. ou tout blanc de Bah, toute façon, Allah lui-même a pas posé des trucs fixes. Pourquoi nous, on va poser des choses fixes, tu vois? voilà, c'est ça, exactement et comme on nous en fait, comme on nous dit dans l'islam, en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est aussi rechercher le juste milieu donc Absolument. que ce soit pour nous à un niveau personnel, on va dire, au Bien niveau sûr, du bien foyer. sûr, bien sûr. Bah, évidemment, de toute façon, mais encore une fois, c'est un exemple qu'on ressort très souvent, mais notre merveilleuse maman Khadija radhiyallahu anha, elle était commerçante. Bah, en fait, ça veut dire ce que Mmh. ça veut dire. Et Rasulullah, avant d'être son mari, il travaillait pour elle. C'était son employé. Ouais, comme quoi il y a vraiment pas de modèle, Moi, je figé. dirais qu'il y a pas de modèle figé, mais il y a quand même des modèles qui réussissent plus que d'autres. Moi, c'est voilà, je pose ça là. Il y a pas de modèle D'accord, figé, mais il y a OK, des modèles qui réussissent plus que d'autres. De ma d'accord. perception et ça n'engage que moi. Mmh. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Madina? Non, franchement, je peux que te remercier pour le temps qu'on a passé, ensemble. J'aurais aimé moi aussi te poser plein de questions parce qu'on a parlé, on a survolé les romances et on n'est pas rentré dedans, mais j'aurais tellement aimé aussi savoir ce que toi tu lisais, ce que tu lis, ton rapport aux romances, mais le temps commence à filer, donc je voudrais pas abuser de ton temps, mais je te remercie, vraiment beaucoup de m'avoir, accordé la chance et l'opportunité de partager un peu mon parcours. On le fait pas souvent et je te remercie de m'avoir donné cette chance. Je suis très touchée, je suis très honorée. Barakallahu fik Dounia. Ouais, Fiki, bah, c'est moi qui te remercie d'être venue, d'avoir pris ton temps pour nous parler de toi parce que je pense que c'est pas non plus toujours facile de Mmh. parler de soi et est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ne te suivent pas encore? Bah, écoute, on peut me retrouver via ma newsletter parce que, j'ai quitté les réseaux. J'ai quitté les réseaux il y a quelques années maintenant et j'y suis pas encore revenue, en tout cas pas officiellement et puis, j'ai un site internet qui est en cours de construction mais par contre, j'envoie des newsletters assez régulièrement et je donne de mes nouvelles. Je partage aussi des conseils sur le mariage, sur le célibat, sa manière de gérer, les réflexions que je peux avoir sur le sujet, les livres que j'ai lus. Donc je te mettrai le lien, enfin je t'enverrai le lien et puis tu pourras le mettre dans le descriptif de l'épisode si tu veux. Super, merci. Bah, merci à toi, barakallahu fik Dounia. Ouais, Fiki. Je vous dis assalam alaikum pour, un prochain épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci Madina d'avoir été présente. On vous dit assalam alaikum pour, un prochain épisode. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié autant que moi et qu'il t'a apporté du bien. Si tu ne veux rien manquer du podcast des éditions Meweddeb, abonne-toi et offre-lui de ton amour avec la note de ton choix. Si tu es un peu plus romantique, laisse-lui un mot doux dans l'espace commentaire ou bien par mail ou via nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite de belles lectures, de belles séances d'écriture et une vie remplie d'amour. Qu'Allah te compte parmi ses bien-aimés. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah.